Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le fauteuil horaire décalé évidemment puisque nous sommes un jour de Divisional Weekend entre les 4 matchs, on est pile poil entre les 4 puisqu'il y en a déjà 2 qui ont lieu ce dimanche à 21h. J'espère que vous allez bien. Malaxel, Ruizard, JJ, Frère Casto, Destec, Pasqualito, Nabilouche, Thomas, Dadegan, Bertrand, Tonton, Latrelle, Clem Poche, bonjour à tous ceux qui sont sur le chat, bonjour à tous ceux qui étaient là même plus tôt, parce que, je vais vous lire un peu de coulisses, mais il y a une sorte de radio clandestine d'une qualité incroyablement médiocre qui sévit sur les ondes de ce Twitch avant le début de l'horaire normal. Bonjour à Floriders, bonjour à Sharky Attack. Voilà, oui, c'est vrai qu'on a fait exploser le compteur, on était 70 à faire des âneries tout à l'heure et là on est déjà plus de 175 dès le début. Bonjour à Rafi 4G qui s'est abonné avec Prime à l'instant et qu'on remercie encore une fois. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez passé 2 bons premiers matchs du côté des playoffs. Bonjour à Ixon, évidemment, big up à Ixon qui a animé cette avant-émission incroyable. France Panthers, Système 67 000, Mats Lindgren, bonjour à tous, encore une fois, j'espère que vous allez très très bien. Je vous rappelle évidemment le programme, l'un des meilleurs week-ends de foot Gus Horizon, en effet, c'est un des plus qualitatifs, on va dire, parce que là on a quand même 4 très bonnes équipes qui s'affrontaient, même s'il y a eu un match petit peu moins serré que l'autre. En tout cas, au programme d'aujourd'hui, on va revenir un petit peu évidemment sur l'actu rapidement. Ce sera le meublage en attendant que mon camarade me rejoigne pour le débrief, parce qu'on va passer beaucoup de temps sur les débriefs des matchs qui ont eu lieu samedi, les victoires des Eagles et des Chiefs avec beaucoup d'événements à l'intérieur. Le thème de la semaine, ce sera les trophées de la saison. On va remettre maintenant les trophées de la saison NFL 2022. Je vous rappelle évidemment que pour les trophées de la saison, les playoffs ne comptent pas. Je dis ça notamment parce qu'il y a eu des performances ces derniers jours. Merci à Lamignos pour son abonnement Prime. Merci à tous ceux qui arrivent. J'ai vu quoi? C'était F20 Gover qui met son premier message sur le chat. Bienvenue à toi pour ton premier message sur le chat. Donc je le disais, on fera ce thème-là, évidemment, des trophées de la saison, les pronostics du jour sur les 2 matchs qui se jouent. Il n'y a que 2 matchs de pronostics, donc pour une fois on va pouvoir avoir le temps. Généralement c'est toujours le truc qui nous prend, qu'on escamote un petit peu. Les meilleures cotes avec notre partenaire Unibet, évidemment, le quiz pour terminer, vos questions tout au long de l'émission. Du côté du partenaire, je le disais, c'est une émission qui vous est présentée par Unibet. Oh là là, j'y arrive. Seulement 1 an et demi pour y arriver. Bim, partenariat Unibet. Voilà, Unibet est avec nous et je vous ai mis le lien dans le chat pour les paris en ligne sur la NFL. C'est chez Unibet que ça se passe, évidemment. Vous disposez d'un temps limité pour obtenir des émoticônes exclusives, me dit le train de la hype. 94% de train de la hype. Il reste 4 minutes 38. Je ne sais pas comment on gagne les 6% supplémentaires, je ne sais pas. Les matchs à 21h, c'est le meilleur horaire pour nous, Pasqualito. Ouais, on est pas mal là, on est bien en tout cas. Bienvenue à Hams merci à Marie pour l'abonnement Prime. Je ne sais plus si je l'ai dit, je suis en mode... J'enchaîne en début d'émission. Voilà en tout cas pour ce qui se passe du côté de l'émission aujourd'hui. Je vous le disais, on va attendre patiemment. Voilà, je vais mettre un petit rappel, hop, et comme ça on va attendre que notre camarade... c'est Lucas Vola qui va nous rejoindre pour le débrief des matchs. On va attendre que Lucas arrive pour se lancer dans le débrief des matchs. Normalement, il devrait avoir un retard maîtrisé, va-t-on dire. On va tranquillement en profiter et meubler en allant sur le site pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans l'actualité NFL. Pourquoi ma souris ne veut pas marcher? Ah bon? Ah bah voilà. Non, pas de... Vous voyez, un petit ramage. Un petit ramage, dis donc, sur le... Voilà, bah voilà, du coup, il m'a tout grossi. Bah, c'est bizarre comme ça. Ouais, on a un petit peu de temps de latence, d'habitude, avec le... Bon, du côté de l'actualité, en effet, c'est pas joli de... C'est pas poli de montrer du doigt. Qu'est-ce que j'ai pas montrer du doigt? Excusez-moi. Alors, non, oui, j'ai un petit bug, en tout cas, de... Alors attendez, je vais revenir en plein écran parce que j'ai un petit bug d'affichage sur la fenêtre web et je voudrais pas que vous soyez pénalisés. J'ai mon ordinateur qui me joue des tours, dis donc, aujourd'hui, parce que j'ai déjà dû le
le redémarrer et ça m'inquiète un peu. Non, alors c'est avec le site qu'il a un problème de zoom parce que ça marche bien sur d'autres sites. Donc je disais, et ben voilà, vous voyez. Bon, on va faire comme ça, mais il est pas très sympathique avec moi. Donc je disais, on va passer à l'actualité du jour. Le petit buzz, les Giants qui n'avaient plus de maillot. Tom Brady et Aaron Rodgers, évidemment, sont-ils sur le point de déménager? C'est une des actualités un petit peu brûlantes, j'ai envie de dire. On va jamais se débarrasser de Tom Brady et d'Aaron Rodgers. Ryan Tannehill en sursis, ce sera à surveiller. Après, il y a quand même très peu de... Il y a quand même très peu de chances, à mon avis, de voir Ryan Tannehill bouger, au sens où le contrat doit quand même être costaud. Et puis surtout, il n'y a quand même rien derrière actuellement. Ils ont vu qu'avec Malik Willis, ce serait très très compliqué pour le moment. Du côté des blessures, on va en reparler parce que c'est arrivé dans le match d'hier. Mais Patrick Mahomes, évidemment, grosse entorse de la cheville samedi soir. Il va être lancé dans une course contre la montre. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fracture. C'est vraiment de la grosse entorse ligamentaire. Mais en tout cas, ça va être un point d'interrogation, ça va être à suivre pendant tout le reste. C'est une entorse du mauvais type, high ankle sprain. Oui, alors Zinku, donc quand je dis grosse entorse, c'est qu'elle est du mauvais type. C'est-à-dire que si elle n'était pas ligamentaire, ce serait quand même un peu plus confortable, si on puisse dire si on puisse dire qu'une entorse est confortable. Donc entorse ligamentaire, c'est un peu embêtant quand même. Donc on va espérer qu'ils se remettent vite. Les absences du jour, quand même, pour les matchs du jour, Alex Kappa et Jonah Williams. Ça va être évidemment un énorme handicap pour Joe Burrow et sa ligne offensive en général. Et c'est une très bonne nouvelle pour les Buffalo Bills. Quand tu as une équipe de Cincinnati qui joue sans son left tackle et sans son garde titulaire, évidemment c'est un peu compliqué. Scar in Louisiana, on n'a pas encore d'update pour Mecole Hardman. Ça va venir dans les jours à venir sur le site comme d'habitude. Les infos blessures, rappelez-vous, il faut quand même toujours 48 heures pour que pour que ça se développe un petit peu, que ça passe des examens, etc. etc. Ça existe des entorses pas ligamentaires droïdes. Ça existe au sens où ligamentaire, en fait, c'est que ça remonte un peu plus haut et que ça a touché plus de choses, si je ne dis pas... Parce qu'en fait, les ricains appellent ça high ankle sprain, donc c'est une entorse haute, littéralement, que nous on traduit par entorse ligamentaire, mais donc oui, tu peux avoir une entorse qui est moins vue, qui remonte moins à certains ligaments, voilà. Mais après non, il n'y a pas de bonnes entorses. À ligamentaire, tu as du sang, nous dit-on sur le chat, bon, à voir, à confirmer. Je vous avoue que j'ai fait beaucoup de progrès dans la médecine du sport ces 12 dernières années en gérant le site, mais il y a des trucs qui des fois, voilà, je suis pas encore au taquet là-dessus. Rumeur donc Tom Brady de retour à Tampa l'an prochain, a priori pas vraiment. NFL Media pense que faut pas s'attendre à ce qu'il re-signe avec la franchise floridienne, mais ça veut pas dire qu'il va prendre sa retraite. Je vous laisse faire de ça ce que vous voulez. On l'a dit, les Raiders le veulent absolument, d'autres équipes le voudront. Est-ce qu'il y aura une situation idéale? C'est quand même une vraie question. Et puis selon ESPN, scénario possible aussi pour Aaron Rodgers, celui d'un transfert pour le coup, parce qu'Aaron Rodgers il a un très gros contrat, donc c'est une situation différente, mais il se pourrait qu'il soit temps de tourner la page pour tout le monde, donc voilà, ça va être intéressant à suivre. Carolina qui devrait rencontrer Sean Payton ce lundi, ils ont été retardés, il y a eu un décès dans la franchise de foot qui possède les propriétaires des Panthers, donc ils ont été occupés à d'autres choses. On va laisser de côté les news pour aller directement la bonne nouvelle quand même pour ceux qui ont suivi. Peyton Hillis, l'ancien coureur des Browns qui était sur la couverture de Madden à une époque, est sorti de l'hôpital. Il s'était noyé, enfin il avait tenté de sauver des gens de la noyade et il avait été gravement atteint. Donc voilà. On va, je le disais, revenir au match d'hier. C'est quand même le plus intéressant. On va en parler avec Luca Vola qui vient d'arriver. Donc je vais en profiter, je vais l'intégrer dans notre conversation. Oui, alors je ne sais pas si on peut parler de la Madden Curse pour le pauvre Peyton Hillis. Là, on va pas aller les chercher sur 20 ans, les Madden Curse quand même. Allez, Luca Vola, est-ce que Lucas m'entend? C'est la grande question. Eh bien, je t'entends. Et tout le monde t'entend. Et tout le monde m'entend. Tout le monde bonjour t'entend. tout le monde. Et maintenant, tout le monde... Non, tout le monde te voit pas parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Là, tout le monde te voit, c'est un peu mieux. Bonjour Lucas. Eh bien, salut Alain, salut tout le monde. Comment ça va?
Bah, ça va très bien, ça va très bien. Désolé du retard, hein, je ne sais pas si tu l'as annoncé, mais il y avait un petit peu de retard, en effet. J'avoue que je l'ai un peu dit à l'antenne. Normalement, on Bon, balance pas je les comprends, copains, je mais comprends. parce que j'ai un peu meublé du coup. Voilà. Je méritais. Je m'en excuse, je suis là, et bien là. C'est vrai que il manque quelque chose. Ça te rajeunit quand t'as moins de barbe, c'est fou. Ouais, comme je l'ai dit, hein, j'essaye de laisser les gens dans la difficulté. J'arrive avec une barbe, sans barbe, avec des cheveux, sans cheveux. Peut-être que dernier Super Bowl, dernier fauteuil, je me raserai la tête, on sait pas, hein. Oui, il y a des. On sent là-dessus. C'est vrai, Ouais, ouais, on est sur nos gardes, quoi. C'est jamais ouais, pareil. ouais. Et C'est voilà. jamais pareil. Bon, Lucas, on va parler des matchs de samedi, puisqu'il y avait deux matchs NFL de playoffs samedi. On va commencer avec le premier, d'ailleurs, qui a été le plus serré, celui entre les Chiefs et les Jaguars, 27-20 pour Kansas City. Travis Kelce s'amuse, Patrick Mahomes touché, c'est le titre, sur le site. Les Chiefs n'ont jamais eu plus de 10 points d'avance. Il a fallu attendre le dernier quart avec un touchdown de Marquez Valdez-Scantling pour qu'il se détache. Le fait du match, c'est évidemment la blessure de Patrick Mahomes à la cheville. On en a parlé dans le deuxième quart, on en a parlé juste avant que tu arrives. Il est resté dehors jusqu'à la pause, il est revenu en fin de match. C'est une victoire, on va reparler un petit peu de la blessure et des conditions, Lucas, mais c'est quand même une victoire sans trop de frayeur, c'est-à-dire qu'ils sont jamais menés. Oui, globalement, c'est une victoire sans trop de frayeur. Et puis en plus, j'ai même envie de dire c'est une victoire défensive des Chiefs. Et c'est presque bien pour eux parce que c'est un peu la question qu'on avait. Parce qu'on se disait, bah, l'attaque va être performante. Est-ce que la défense va l'être tout autant? Et au final, la défense a été plutôt bonne. Et bon, comme tu dis, on en parlera peut-être plus tard, mais il va peut-être falloir qu'elle soit bonne, encore meilleure que ce qu'annoncé pour garder les chances de Kansas City. Donc c'est une victoire en effet sans trop trembler. On a rarement cru, même au moment où Patrick Mahomes se blesse, on n'a pas vraiment douté, surtout que dans la foulée, il y a ce touchdown, enfin en tout cas, ce drive de 98 yards d'un quarterback remplaçant. Donc on a vu que ça fonctionnait et en effet, ils n'ont pas beaucoup tremblé, un petit peu plus que ceux dont on va parler après, Mm. mais ça n'a pas été vraiment inquiétant pour eux. Oui, 98 yards de Chad Henne, il faut le dire quand même. Le revenant Chad Henne qu'on n'avait pas vu depuis une éternité. Du côté de... On va commencer par l'attaque de Kansas City quand même. Ou on va commencer par la défense. Tiens, t'as raison, c'est une victoire Une fois n'est défensive. pas coutume. Une fois n'est pas coutume, en effet, avec eux. Ils ont beaucoup mis la pression. 12 pressions, 9 quarterback hits, 2 sacs. Et on sentait quand même que les Jaguars arrivaient avec un plan de jeu adapté à ça. On a eu l'impression que Trevor Lawrence devait se débarrasser très très vite du ballon. Oui, ils ont en effet vraiment mis la pression. C'était quand même une des forces de cette défense, même si c'est vrai que ça n'avait jamais été aussi bon que ça, on va dire, ou du moins aussi flagrant que ça. Mais là, en effet, sur la ligne offensive, les Jaguars avaient beaucoup de travail. Et ça a été compliqué. En effet, Trevor Lawrence a dû se débarrasser rapidement du ballon. Et au final, bon, on a vu, il fait pas un mauvais match, hein, Trevor Lawrence. D'ailleurs, son interception arrive très tard. Mm. Mais ça n'a jamais été vraiment. Il y avait des flashs où, quand on le voyait, hein, quand il avait du temps, il arrivait à trouver de l'espace et des choses dans le niveau, on va dire, intermédiaire ou le fond du terrain. Mais ça a été très rare, trop rare pour arriver à mettre en difficulté cette défense. On a l'impression quand même que, ouais, enfin, tu vois, on le voit, il y a 5,6 yards par passe. Ça passe beaucoup derrière la ligne de scrimmage, notamment en début de match. Ils font vraiment. On sent que Doug Peterson avait travaillé son truc. En fait, c'est toujours un peu un entre-deux, c'est-à-dire que c'est un aveu de faiblesse dans les tranchées, mais en même temps, c'est une manière lucide d'approcher le truc. Oui, c'est sûr que si ça gagne, on se dit il a réussi à s'adapter. C'est toujours la question en fait. C'est toujours Mm. la question et ça marche presque dans tous les sports. C'est est-ce qu'une équipe elle doit s'adapter à son adversaire et en se disant bah, au final quand on s'adapte, c'est comme tu dis peut-être un aveu de faiblesse, un aveu de dire on n'est pas sûr de nos forces donc on va s'adapter ou rester sur ce qui fait notre force et peu importe et ça fait notre force donc ça peut passer contre n'importe qui. C'est vrai que Doug Peterson là avait peut-être opté pour le fait de s'adapter parce que il se disait que sur cette ligne offensive, ça allait être compliqué. Ça l'a été, mais sauf qu'au bout d'un moment, bah, comme tu dis, il y avait beaucoup de passes derrière la ligne de scrimmage. Travis Etienne a été utilisé. Mais le problème, c'est que quand on commence à perdre du terrain et qu'il faut avancer et de plus en plus rapidement au fur et à mesure que le chrono se réduit, eh ben, on a besoin d'un plan de jeu différent. Mm. Et c'était trop tard déjà. Ouais, c'est un peu. Ils ont misé sur l'efficacité un petit peu les Jaguars, mais face à cette défense, parce qu'encore une fois, il faut rendre ça aussi à Kansas City, quoi. C'est-à-dire que Chris Jones, Frank Clark, tout le monde là est au point au bon moment.
Oui, et puis ce qui a été un petit peu paradoxal, ou on va dire qui montre cette force des Chiefs, la semaine dernière, les Jaguars, ils sont en grande difficulté en début de match, Mm. notamment offensivement, il y a 27-0, on le rappelle, mais parce qu'il y a beaucoup de pertes de balles. Trevor Lawrence qui lance 4 interceptions, et on se dit c'est logique. Et là, alors certes, il y a 2 pertes de balles, il y a un fumble et une interception, mais qui arrive en fin de match quand même. Et ça prouve tout de même que tout le début de match, les Chiefs ont réussi à tenir sans forcément provoquer ces pertes de balles qui auraient pu être dangereuses pour Jacksonville. Ils ont tenu vraiment leur terrain, ils ont tenu en une défense, on va dire, normale. Et comme tu le dis, c'est vrai que ils ont été tous bons au bon moment, on le sait désormais. Et puis les défenses de Steve Spagnuolo, c'est globalement souvent comme ça que ça se passe, c'est que ça arrive à élever son niveau de jeu. Alors est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est son management? Est-ce que c'est parce que les joueurs choisis sont capables de le faire? Il y a plein de raisons possibles, mais le fait est que les Chiefs ont rarement une énorme défense en saison Mm. régulière et ils ont toujours une défense qui monte d'un cran. Des fois ça suffit, des fois ça suffit pas, mais en tout cas elle monte d'un cran et là on l'a vu sur le premier match. Ouais, c'est vraiment ce truc des défenses de Spagnuolo ouais, qui attendent les playoffs un petit peu pour performer. Alors, on va pas dire attendre les playoffs, mais en tout cas qui performent beaucoup mieux en playoffs. Là, ça a été. Encore une fois, moi je trouve que les Jaguars ont bien joué le coup. Ils ont joué avec leurs armes, ils ont fait de leur mieux. Mais en face, c'est juste que c'est plus costaud, quoi. Tu vois, dans les tranchées là, pour le coup, sur le duel entre le pass rush, le front seven des Chiefs et cette ligne offensive des Jaguars, bah, il n'y a pas match, quoi. Ouais, non, non, globalement, il n'y a pas eu match. Ça a été dominé. Ça a été dominé. Puis ça met Trevor Lawrence dans une situation où il est un peu plus en difficulté, où il faut qu'il court aussi. On le sait qu'il est capable de le faire et qu'il le fait un peu moins. Il l'a fait de temps en temps, et notamment bien. Parfois, il a bien fait même. Mais c'est vrai que on essaye d'un petit peu d'improviser, on n'est pas serein dans ce qu'on fait et on le voit. En effet, là, il y a 20 points, mais il y en a 7, 20 points inscrits par les Jaguars, mais il y en a 7 en fin de match, dans le dernier quart-temps, de manière un peu compliquée. Il y a eu, voilà, ça a été difficile, difficile pour Jacksonville. Cette défaite est logique, et notamment de ce côté du ballon. Après, ils sont là pour apprendre aussi. Trevor Mm. Lawrence est très jeune. La semaine dernière, il fait un très beau match et ils ont réussi à se gagner presque un tour de plus, alors qu'au final, à 27-0, presque, ils ne devaient jamais y Ouais. être. Ils se sont gagnés un tour de plus, une expérience de plus, d'aller chez un adversaire qui peut être très solide. Et puis globalement, si on veut être champion de l'AFC, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir peut-être battre les Chiefs un jour ou l'autre. Donc c'est vrai que ça aide de se dire, on est déjà allé là-bas, on n'a pas été ridicule, on a été bon, maintenant on sait sur quoi il faut avancer, et peut-être que l'année prochaine, ça sera encore mieux. Ouais, vous êtes plusieurs à le rappeler sur le chat. Je reviens à Chris Jones, un 15 sacs et demi en saison régulière en partant du poste de defensive tackle. C'est vrai que c'est quand même un des joueurs les plus. Je sais pas si on peut dire qu'il est sous-coté, Lucas, mais presque de jouer dans l'équipe de Patrick Mahomes, on en parle moins, quoi. Parce qu'il aurait ce niveau-là défensif dans une équipe où il n'y a pas de quarterback, par exemple, il serait la star de l'équipe, hein. Oui, ah oui, oui, totalement, totalement, parce que en effet, cette défense-là est pas considérée comme, et peut-être parfois à tort, comme Mm. tu le dis, mais pas considérée comme l'arme principale de cette équipe, pas considérée comme une très bonne défense. C'est rarement une très mauvaise défense au final. Et en effet, je pense qu'il sort globalement de sa meilleure saison en carrière, hein. Je n'ai pas toutes ces statistiques, mais je pense que franchement, Oui, je pense que c'est la meilleure. ça doit être sa meilleure saison. Et alors, comme tu dis, je sais pas s'il est sous-coté parce que désormais, tout le monde sait qu'il est très bon, Mm. mais c'est peut-être quelqu'un dont on parle pas assez, en tout cas. Ouais, clairement. En tout cas, c'est vraiment un des top joueurs. Là, le menu dit Par essentiel. exemple, je ne veux pas spoiler, mais on va peut-être parler tout à l'heure des joueurs défensifs de l'année. Mm. Euh, je ne l'ai pas forcément mis dans mon Non, top non. 2, top 3, et alors que quand on voit ces statistiques-là, c'est pas déconnant. Mm. On parle un peu de l'attaque des Chiefs. Travis Kelce, je le remets à l'écran, 14 réceptions, 98 yards de touchdown. Il a vraiment été l'attaque de Kansas City dans ce match. En tout cas, dans les airs, 27 passes complétées, il y en a 14 pour lui. 35 passes tentées, il y en a 17 où il est ciblé. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'on savait que les Jaguars avaient du mal à couvrir les tight ends. Ils l'ont exploité à merveille. Mais Travis Kelce, je veux dire, là, on voit que c'est un niveau quand même assez incroyable. Oui, déjà quand on a du mal à couvrir les tight ends en général, quand on tombe contre peut-être le meilleur tight end de la ligue, et peut-être l'un des meilleurs de tous les temps, ça c'est un débat pour plus tard peut-être, mais c'est très compliqué. Lui aussi, il élève son niveau de jeu quand les playoffs arrivent. On le sait, il a une alchimie avec Patrick Mahomes qui est incroyable. Il se trouve les yeux fermés. Quand en plus on a un quarterback qui est du coup un petit peu gêné, voire beaucoup gêné par un problème physique, et qu'on doit se rassurer avec des choses, ou alors simples, des choses qu'on peut faire les yeux fermés parce que
on n'a peut-être pas la confiance de faire autre chose dans son physique, Patrick Mahomes, il se retourne vers Travis Kelce et ça marche pareil. Quand Chad Henne rentre, il sait qu'il a un joueur comme celui-ci sur lequel s'appuyer et pour se rendre meilleur et pour sortir de situations difficiles. Du coup, Kelce, il est pas mal visé aussi. Donc en effet, voilà, 17 cibles, 17 passes vers lui, 14 attrapés. On le voit ici, 98 yards de touchdown. C'est l'homme de cette attaque là. Et, il marque de touchdown, il fait du bien, des troisièmes tentatives importantes, des touchdowns. Il est très fort, il est très très fort. Et c'est vrai qu'on se posait la question quand Tyreek il allait partir. On y a répondu toute la saison régulière. Mais c'est vrai que les playoffs font juge de paix, certainement. Et là, pour l'instant, sur ce premier match, c'est incroyable. Est-ce que Kelsey c'est plus fort que Gronkowski pour nous? Alors, on nous demande sur le chat. C'est dur de rentrer dans ces débats-là quand même. Ouais, c'est Enfin, très. moi, c'est pas le même style en plus, quoi. Et en plus, c'est pas le même style. Kongowski était peut-être beaucoup plus physique. Il avait Mm. une dimension en plus de bloqueur, même si Kelsey s'est beaucoup développé sur ce point-là aussi. Après, ouais, c'est très différent. Et puis, il y a toujours sur la durée d'une carrière, sur la puissance, le pic, quel pic est le plus haut aussi. Mm. Et c'est intéressant d'avoir ces débats-là, mais c'est difficile à y répondre. Du côté du jeu au sol, c'était plutôt équilibré. On a souvent parlé, que ce soit pour les Chiefs ou les Bills ou les Bengals, d'ailleurs, un peu le trio là, de l'AFC, où on parlait souvent de leur jeu au sol, de l'irrégularité de ce jeu au sol. Là, pour le coup, Kansas City marque des points, 30 courses, 144 yards, ils ont essayé et ils ont plutôt réussi. Oui, de toute façon, ils n'avaient pas le choix parce que pour l'instant, on n'y a pas parlé, on n'en a pas parlé, mais cette blessure de Mahomes, elle change beaucoup de choses Mm. dans le plan de jeu. Elle change que on a peut-être le meilleur quarterback de la ligue avec nous, donc il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on change les protections peut-être parce qu'il est moins capable de sortir de sa poche, d'improviser comme il le fait si bien. Il faut avoir un jeu au sol qu'on met un peu plus en avant. Et tout ça, je trouve qu'ils se sont très bien adaptés. Les Chiefs, ils sont vraiment bien adaptés. Notamment, j'ai trouvé que Mahomes était plus mis sous pression quand il était pas blessé que quand il l'était. Mm. Et certainement que tactiquement, il y a eu des évolutions. Et le jeu au sol a permis de ne pas mettre trop de pression sur Patrick Mahomes, sur Chad Henne aussi, parce que ce drive de 98 yards, il y a de la course. Donc, en effet, c'était important de l'avoir. Ça aussi, c'était un point d'interrogation un petit peu, même si on avait vu Pacheco notamment, mais c'était un peu un point d'interrogation. Est-ce que sur la grande scène, ils sont capables d'être bons au sol? Ils l'ont été, on voit 144 yards, ça suffit pour les Chiefs. Même quand Mahomes s'est blessé, ça suffit. Mm. Une grosse centaine de yards, 130, 140, c'est très bien. On leur demande pas d'avoir 200, mais 140, c'est très bien. Alors, tu l'as dit, Patrick Mahomes blessé à la cheville, Chad Henne qui arrive à aller chercher un touchdown dans la foulée. Mahomes revient très limité sur une jambe, il faut le protéger. Ceci étant dit d'ailleurs, en aparté, autre symbole de la réussite des Chiefs dans les tranchées, c'est que Mahomes s'est pas saqué du tout de tout le match, même en étant sur une jambe quand même. Oui, mais parce qu'il y a vraiment on va dire deux étapes dans ce match-là. Il y a la première où il n'est pas blessé, où il joue Patrick Mahomes, c'est-à-dire que même si la ligne offensive n'est pas toujours très imperméable, il arrive à sortir de sa poche en courant, il arrive à lancer des passes sur son premier drive, je crois. Il nous fait toute la panoplie, le Mm. Superman jump, la passe sur le côté, enfin, il nous fait tout. La read option, bon, bref, il fait tout. Et puis il se blesse. Et puis là, on se dit que ça devient compliqué parce que la ligne offensive n'est pas mauvaise, mais elle était parfois mise sous pression. Et là, alors en effet, il faudrait peut-être revoir ce match-là en vraiment beaucoup plus posé. Mais est-ce que Andy Reid a changé la protection? Est-ce qu'ils ont rajouté des joueurs en plus ou pas? Ça serait à observer. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était bien mieux protégé. Et peut-être que lui s'est adapté aussi en sachant qu'il ne pourrait pas courir, Mm. parce que globalement, il ne pouvait pas courir, on l'a Mm. vu, il ne pouvait même pas marcher, quasiment. Il fallait qu'il s'adapte, et comme tu as dit, il a réussi à lancer le ballon très vite, il a réussi à être bien protégé, et ça donne aucun sac, malgré le fait qu'il avait une capacité à se déplacer très réduite. Avoir des grands coachs, ça aide hein, des fois en NFL quand même. Oui, en playoff, ça peut C'est ouais, de temps en temps aider à c'est- gagner un match. c'est pas mal. Bon, en tout cas, ce sera une des intrigues de la semaine à venir. On va terminer avec un mot sur l'intersaison des Jaguars. Quand même, le bilan pour cette équipe de Jacksonville, il est ultra positif, non, cette année? Ah oui, oui, totalement. Il est totalement positif. En effet, voilà, ça passe un tour de playoff en plus. Bon, déjà, c'est champion de division. Ça passe un tour de playoff. Personne ne les attendait cet endroit-là. J'ai envie de dire presque l'année dernière, on les attendait plus que cette année, dans le sens où Mm. il y avait une énorme hype sur Lawrence, sur Urban Meyer. Puis finalement, on s'est rendu compte, oui, ça prend du temps. Et en plus, quand on se trompe sur l'entraîneur, ça peut prendre encore plus de temps. Et en fait, cette année, c'est peut-être l'année qu'ils auraient dû faire l'année dernière.
Et pour le coup, il va falloir compter sur eux. Là, à l'instant T, qui est favori de la NFC Sud l'année prochaine. Alors, il reste beaucoup de mois, bien sûr. Il y a la draft, il y a la free agency, il y a beaucoup de choses. Mais si on devait donner un favori de la NFC Sud l'année prochaine, on serait pas loin de tomber sur les Jaguars. Bah, je trouve qu'ils ont fait l'important qui était de trouver une bonne direction. C'est-à-dire là, ils vont entamer l'intersaison, ils savent qui est leur coach, ils savent qui est leur quarterback, etc. Et maintenant, il faut renforcer autour la ligne offensive, la défense, des cibles en plus. À la limite, bon, il y a encore beaucoup de choses, j'ai envie de dire. C'est presque une bonne nouvelle, sachant que tu es déjà là, mais qu'il y a encore beaucoup de choses. Oui, voilà, c'est vrai que voilà, il faudrait se pencher sur le roster, il faudrait vraiment analyser et voir quelle peut-être est la priorité. Mais en effet, il n'y a pas un trou. Ce ne sont pas les Bengals l'année dernière où on se disait c'est ligne offensive, ligne offensive, ligne offensive. Là, c'est peut-être un peu des touches en défense, en effet, des touches sur la ligne offensive, certainement, et gonfler cet effectif en profondeur. Ils sont en train de le gonfler en expérience, le gonfler peut-être en quantité et en qualité. Et c'est vrai que si ça continue dans la même direction, ça peut devenir des équipes qui sont très solides à partir de l'année prochaine, 2 ans, 3 ans. Et quand on a un Trevor Lawrence, comme tu l'as dit, le plus important c'est le coach et le quarterback. Et pour l'instant, on a l'impression qu'ils l'ont. Je rappelle d'ailleurs qu'ils ont un renfort interne, externe, parce qu'il n'a pas vraiment encore joué pour eux qui arrive, mais c'est Calvin Ridley. Ils ont monté un échange pour récupérer le receveur des Falcons, qui est déjà chez eux officiellement, mais qui n'a pas encore le droit de jouer, puisqu'on rappelle, il était suspendu pendant toute la saison pour avoir placé des paris sur un match. Donc en tout cas, ça va être une équipe très très intéressante à suivre. On va passer au deuxième match, le match qui opposait Philadelphie à New York, 38-7 pour les Eagles contre les Giants. Alors là, forcément, en termes de suspense et de jeu, Lucas, il y a un peu moins de choses à dire au sens où il n'y a eu aucun suspense. C'est-à-dire que les Eagles menaient 14-0 après leurs 2 premiers drives, 21-0 au milieu du second quart, 28-0 à la pause, vous avez l'idée. Ils étaient meilleurs partout. Est-ce que on résume ça encore une fois à une domination dans les tranchées? Parce que là, pour le coup, les stats, elles sont assez violentes. 268 yards au sol sur 44 courses, soit 6,1 yards par course. On est sur une ambiance qui est quand même NCAA, quoi. Oui, une ambiance NCAA, en effet. Oui, alors oui, sur les tranchées, globalement, quand il y a un très bon jeu de course, ce sont les lignes. Mais en même temps, voilà, il y a du talent quand même. Là, Mm. quand tu mets les joueurs, afficher les joueurs qui ont couru, Gainwell, c'est bon et c'est peut-être pas leur meilleur coureur. Miles Sanders qui fait 90 yards. Jalen Hurts, on le sait, c'est un des meilleurs quarterback coureurs. Boston Scott, qui est un joueur qui d'habitude fait beaucoup de mal aux Giants historiquement, il a été là aussi. Voilà, ils ont 4 coureurs capables de prendre beaucoup de yards, d'avoir de bonnes moyennes. Cette ligne offensive, elle est bonne. Donc c'est vrai que voilà, ils ont été dominés dans les tranchées, mais en même temps, Philadelphie, on l'a vu depuis le début de la saison, il y a du talent. Il y a du talent et offensivement, il y a encore plus de talent. Et du coup, bah, c'est vrai que ça peut venir de partout. Il faut un match hyper propre en attaque. C'est vrai que ils n'ont jamais tremblé. 14-0, 14-0 sur les 2 premiers cartons, on le voit au-dessus. Il y a jamais eu match, quoi. Mm. Clairement, là, ce que tu disais, c'est le moment où l'effectif, en fait, c'est pas qu'il fait tout, mais il y a un moment où il faut te rendre à l'évidence, quoi. C'est-à-dire que bah, là, sur ce match, Philadelphie a quoi? Un meilleur quarterback, une meilleure ligne défensive, des meilleurs defensive backs. Le coureur, peut-être qu'individuellement, Barclay est meilleur, mais ils ont un meilleur comité avec plus de qualité et de profondeur. Bon, bah voilà. Pour l'instant, j'ai presque envie de dire aussi un meilleur coach, même si Brian Dabble a été bon, mais on va le voir sur deux. Il faudrait qu'on le voit sur 2 ans. Oui, Là, on voit que Sirianni, lui, a réussi à faire progresser son équipe, donc j'ai envie de dire un meilleur coach. les receveurs, il n'y a Euh, même pas photo. donc, globalement, il y a meilleur Voilà. tout. Voilà. Et bon, on l'avait vu en saison régulière, on le voit aussi ici. C'est presque pour les Giants, c'est presque, on a envie de dire, c'est normal. Mm. Déjà, c'est bien d'être arrivé ici. Là, on est tombé contre bien meilleur. Encore une fois, je prends souvent cet exemple-là, je répète, mais c'est voilà, peut-être les Eagles l'année dernière qui étaient tombés contre des Buccaneers en disant c'est normal qu'ils sont meilleurs que nous et qu'ils nous éliminent. Maintenant, on a une base sur laquelle s'appuyer et si ça progresse, ça peut poser des problèmes aux autres. C'est bien dit dans le chat, Kiel Vichus qui dit difficile de jauger les Eagles avec une opposition si faible. Alors je sais pas si elle est si faible, mais en tout cas c'est un match où ils ont en tout cas très totalement dominé. Je disais, je parlais des lignes parce qu'en défense ils ont saqué 5 fois Daniel Jones, ils ont complètement verrouillé le jeu au sol des Giants en début de match. Donc comment toi t'arrives à justement, est-ce que tu arrives à jauger ces Eagles? Parce qu'on dirait que tout a fonctionné. Est-ce que t'as vu un truc qui aurait pu t'alarmer?
Bah déjà, je suis pas tout à fait d'accord pour dire difficile de juger face à une équipe faible. C'est une Hmm, équipe de playoff, on est en divisional round, il n'y a pas d'équipe faible. hmm, Peut-être que les Giants font pas le meilleur match qu'ils pourraient, mais en même temps, ils jouent contre meilleur et une équipe qui a réussi à les rendre pas bonnes, enfin pas bons. hmm. Je veux dire, Daboll a prouvé encore une fois que c'était un bon coach, il passait pas forcément à travers des grands moments, on l'a vu la semaine dernière. Ils sont tombés contre meilleurs. Et je trouve pas que ce sont les Giants qui étaient mauvais. On peut pas dire la semaine dernière, les Giants sont tellement arrivés à éliminer les Vikings et font une belle performance, même si les Vikings, il y avait des choses à annonciateurs. C'est quand même une équipe qui avait gagné 13 matchs, qui était à 13-3 Hmm. ou 13-4, je sais Ouais, plus. quelque chose comme ça. Et là, non, les Giants, ils sont en fait, ils méritent pas d'être là, ils sont pas bons. Je suis pas d'accord. Je trouve que les Eagles ont fait le match qu'on aurait aimé que les Bills ou les Bengals fassent la semaine dernière. Hmm. C'est-à-dire un match où ils sont censés être meilleurs sur tous les aspects du jeu, tu l'as dit, et ils montrent qu'ils sont meilleurs sur tous les aspects du jeu et qu'ils n'appartiennent pas à ces équipes-là qui peuvent se faire embêter, ils appartiennent aux équipes qui visent le Super Bowl et qui vont batailler du coup en finale de conférence, maintenant on peut le dire, et éventuellement au Super Bowl contre des grosses équipes. Ça ne sera pas aussi pas serré que ça, mais ils ont le potentiel pour le faire. Je trouve que voilà, les Eagles ont vraiment montré que c'était pas une équipe de saison régulière, qu'en playoff, ils arrivent à faire ce qu'ils nous ont montré depuis le début de la saison, et c'est bien pour eux. Bah, ils ont été impressionnants. En tout cas, Jalen Hurts qui balance une passe de 40 yards sur le premier drive, c'était aussi important parce que c'est rassurant. Il y a eu tous ces problèmes de blessures à l'épaule pendant toute la fin de saison. Donc là, c'est rassurant là-dessus aussi. C'est beaucoup évoqué dans le chat notamment. Tu le disais, ils vont jouer les 49ers ou les Cowboys. Ça va être superbe. Ils ont l'air quand même d'avoir un des effectifs les plus complets de la ligue là, à l'heure actuelle. Ah, globalement, si je réfléchis aux équipes qui restent, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se targuer d'être plus complet. Mm. Tu t'as cité, mais le quarterback était dans la course au MVP, donc on peut considérer que c'est un des meilleurs quarterbacks de la ligue cette saison. La ligne offensive est pas loin d'être la meilleure ligne offensive de la ligue. La défense, qu'on parle de la ligne défensive, je pense que c'est pareil. Mm. Et si on prend la défense en général, oui, il y a peut-être certainement que les 49ers ont une meilleure défense. Mm. Certainement que peut-être, je vais dire, les Bills ou les Chiefs ont une meilleure attaque que les Eagles. Mais si on prend l'équipe Ouais, à chaque encore au fois, global, tu vois. et encore au global, non, mais c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Mais je veux dire, à chaque fois, ils sont peut-être deuxième partout. Mm. Mm. J'extrapole, hein, mais ils sont peut-être deuxième partout. Mais quand on fait le global sur l'équipe, ils sont premiers, quoi. Ouais, tu vois, en termes d'efficacité par rapport aux Bills de ces dernières semaines, par exemple. Non, mais je parlais des Chiefs, tu vois, Ouais. par exemple, peut-être que les Oui, Chiefs, oui. si on considère que les Chiefs sont C'est pas le même peut-être style, parce que ouais. Patrick Mahomes, mais voilà, mais ils ont une bien meilleure défense que les Chiefs, Mm. ils ont une meilleure attaque que les 49ers, encore que c'est vrai que on va peut-être voir ce soir et on prendra une décision, mais, Non, mais mais c'est hyper impressionnant, hein. Dans l'ensemble, c'est hyper impressionnant. Du côté de New York, donc on va faire aussi un petit bilan. Ça retombe un peu sur terre, forcément. Daniel Jones, notamment, 15 sur 27, 135 yards, une interception. Est-ce qu'il retombe un peu sur terre ou est-ce que c'est aussi, bah voilà, il est aussi victime d'une situation où ils sont face à une équipe où quasiment tout est meilleur en face. Il y a un meilleur pass rush, donc il n'a pas le temps. Il n'a pas des grands receveurs, donc même quand c'est ouvert, enfin, quand lui a du temps pour lancer, les receveurs sont pas forcément ouverts. Donc, ça va être une vraie question, hein, parce qu'on le rappelle, il est libre, donc ça va être, enfin, il est libre, disons que les Giants ont la main, mais mm, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Franchise tag, on le garde, on le prolonge sur le long terme, on se dit que c'est pas le quarterback du futur, mais en même temps, qui on a derrière? Ça va être une vraie question et ça va être, voilà, en interne, comment on évalue ce match-là, comment mm. on évalue le match de la semaine dernière, à quel match on donne le plus d'importance, parce que au sortir de la semaine dernière, on se dit, ouais, ça fait un mois qu'il est très bon, il est bon en playoff, il est meilleur que presque Barkley la semaine dernière, c'est peut-être le meilleur joueur de l'attaque. Mm. On se dit, c'est le quarterback du futur. Et c'est vrai que là, quand on voit sa performance, on se dit, on a retrouvé le Daniel Jones qui était pas forcément bon, sur qui on n'a pas vraiment confiance. Donc ça va être compliqué. Je pense que c'est la vérité, elle se situe peut-être entre les deux. C'est un peu facile de dire ça, mais je suis pas sûr que. Je pense qu'il a vraiment progressé. Et je pense que le match d'hier, de samedi, n'est pas forcément révélateur d'un niveau de jeu qui a régressé ou qui revient sur terre. Maintenant, je pense qu'il est peut-être pas au niveau d'un franchise quarterback. Donc c'est toujours la question. Tu fais quoi, toi, à leur place?
Moi, je pense que je mise sur Dabol qui semble l'avoir remis sur le droit chemin, qui semble avoir compris et avoir compris comment le faire jouer. Et je mise sur le fait qu'on peut le faire progresser à 1, 2, 3 ans. Et je lui construis autour voilà, une ligne offensive. Des cibles, tu l'as dit, ça sera Mm. peut-être la priorité parce que c'est vrai que là, tu ne montres pas ce qu'il y a en dessous, mais, mais les noms qu'il y a en dessous, Ah bah ils oui, sont. là. Ouais, on parle d'un match de playoff quand même. Mm. On parle d'une demi-finale de conférence, hein. Et on parle là de Richie James, bon, Saquon Barkley, Matt Breida qui est l'autre running back. Enfin, on a des. Enfin, ouais, Darius Slayton, mais il est loin. Enfin, voilà. Donc, bon, il y avait pas mal de blessés. Il y a eu un trade en milieu de saison. Enfin, donc, je pense que moi, je le garde. Après, c'est toujours une question d'argent, hein. Si on le garde je veux dire, un salaire qui permet de construire une équipe solide autour, c'est très bien. Mm. Après, un quarterback comme ça, il n'y en a pas des dizaines non plus. Donc, peut-être qu'il va faire jouer la concurrence. Ça va être intéressant, en tout cas, de voir. C'est vrai que Je- ce pas des situations qui arrivent souvent. Moi, j'ai l'impression que c'est les situations pour lesquelles le franchise tag est fait, non? C'est-à-dire que tu lui donnes une Oui, année de test. oui, oui. Et puis, on peut rapidement tomber dans une année de test, une deuxième année de test. C'est un peu. Alors, Kirk Cousins qui avait été taillé 2 fois, je crois, avant de partir Oui, à oui, Washington, les feux Redskins. ouais. Donc c'est vrai que c'est peut-être, voilà, on le tag jusqu'à ce qu'il fasse une mauvaise saison et qu'on se dise, bon, bah, il n'est pas pour nous. Mais en même temps, est-ce qu'il y a il y a bien mieux que Daniel Jones sur le marché et qu'on peut avoir? Après, ce qui est vrai, c'est que New York peut redevenir un endroit attrayant pour les free agents, Mm. parce qu'il y a quelque chose quand même. C'est divisional rounds. Il y a que 4 équipes dans la conférence qui font ça. Non, c'est sûr, mais moi j'ai un peu peur. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment la pire situation, quoi. Ouais, C'est-à-dire, c'est c'est clairement. c'est vraiment la pire situation avec un quarterback parce que il a fait une bonne saison, mais tu sais pas si c'est le système, si c'est parce que bah, il y a le contrat qui arrive aussi, hein, mine de rien, ce serait pas le premier non plus. Donc, je suis. C'est vraiment pas des bonnes situations, quoi. Je vais pas dire que c'est la pire parce qu'il sort de playoff, etc., hein, mais C'est un peu une pièce en l'air, hein. C'est un peu une ouais, pièce en voilà. l'air de est-ce qu'on mise sur le fait qu'il va progresser et puis on le laisse partir et puis il progresse. Enfin, c'est On l'a compliqué, mais vu c'est. tellement de fois, c'est-à-dire que le mec, ça peut être Blake Bortles, c'est-à-dire que bah, ils avaient fait une finale de conf avec les Jaguars, etc. Tout le monde disait oui, mais c'est une bombe à retardement, et l'année d'après, ça avait pas manqué, il était retombé à son niveau, et voilà. Et ça peut, comme tu dis, être un mec qui va ailleurs et qui est très bon, et tu le regrettes. Je suis comme toi, je pense pas que ce soit un franchise player. Parce que faut pas se voiler la face sur une année, quoi. C'est-à-dire que ça fait combien? Oui, 4 ans qu'il est là, quoi. oui, c'est sa quatrième saison. Euh, Après, en fait, le problème, c'est que c'est une année, mais c'est cette année avec le nouveau coach. voilà, Donc, c'est le problème, c'est ça, c'est est-ce que c'est pas ce coach-là qui arrive et si on lui avait donné ce coach-là pendant 4 ans, peut-être. ce serait devenu Josh Allen. Peut-être, Je sais pas. mais voilà, c'est vraiment un dilemme. Moi, je trouve qu'on peut avoir aucune certitude là-dessus. C'est vraiment, là, c'est vraiment vouloir se donner un genre que de dire, moi, je sais, ils doivent faire ça, ils doivent faire ça et tout. En vrai, on ne sait pas. C'est-à-dire que l'année prochaine, Jones peut être à nouveau catastrophique ou très mauvais ou ne pas confirmer, même avec des bons receveurs. Comme en effet, il peut être très bon si on lui donne du matos, comme Josh Allen, comme voilà. Mais Et je c'est un vrai peux, dilemme. enfin, je vais te dire, je suis pas sûr qu'à New York, on le sait beaucoup plus, hein, Non, parce que c'est pas forcément des situations dans lesquelles même le front office aime être. Donc, s'il pouvait faire autrement, je pense qu'il l'aurait fait. Mm. Mais à mon avis, ils ont pas vraiment. Je pense qu'il va falloir tout mettre à plat, que ce soit avec le coach, même avec lui-même. Ça va être. Mais c'est bon. Nous, en tant qu'observateurs, je pense que ça va être intéressant à Ouais, suivre et ça va donner du piquant à la saison d'après et celle d'après, celle d'après. pour moi, en tout cas, c'est vraiment la situation type franchise tag 1 an et fais tes preuves, quoi. Ça me semble. Je le vois pas en position de force de faire grève pour réclamer un contrat longue durée, tu vois. Ce serait quand même assez gonflé là pour le coup. Mais parce que après, voilà, il faut répondre à la question que vous posez beaucoup sur le chat. Si tu gardes pas Jones, tu prends qui? C'est aussi ça le problème. Et c'est ça, c'est ça. Alors oui, bien T'as sûr, pas grand chose. on parle des Derek Carr, Voilà. bon, À, à part si tu flashes de dingue sur un prospect qui est au troisième tour de la draft, mais que tu penses être incroyable, quoi. Tu vois, comme les, comment dire, comme les Seahawks à l'époque de Russell Wilson qui arrive, qui est un deuxième ou troisième, et qui plante Matt Flynn qui venait de signer au camp d'entraînement pourtant, qui était censé être le titulaire cette année-là et qui avait même pas passé le camp d'entraînement. Mais bon, voilà, ça arrive aussi une fois tous les 20 ans, quoi. oui. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà pour les matchs de samedi. Il y avait beaucoup de choses à dire. On va passer
au thème de la semaine, Lucas, et le thème de la semaine, ce sont les trophées de la saison NFL. Je me suis ouvert un petit onglet pendant que je te parlais pour avoir de quoi faire des sondages, parce que ce sont aussi les membres du chat qui vont voter. Je ne retrouve pas le truc des sondages. Je vais retrouver ça petit à petit. J'ai lancé un raid, faire une coupure pub, la coupure pub. Ah, gérer les sondages, voilà. Donc, Lucas, on va parler des trophées de la saison. Je te propose qu'on fasse dans l'ordre inverse d'importance, comme ça on se garde le MVP pour la fin. Voilà, un petit truc un petit peu... on fait monter le suspense quoi au fil du stream. Et on va commencer, sans plus tarder, Lucas, par parler des coachs. Je me suis dit on va commencer par les coachs. Sujet plutôt d'actualité parce que je crois qu'on avait quelques-uns des prétendants là qui étaient dans les équipes dont on vient de parler. Ouais, et globalement, j'ai presque même envie de te dire que pour moi, ça se joue sur le match dont on vient de parler. Entre donc Dans... Sirianni et... Et Brian Dabol, ouais. Ok, ok. Ouais, Bon, Sirianni, voilà, c'est le coach qui déjà coach l'équipe qui a fini avec le meilleur bilan. Mm, Donc c'est pas anodin. Et puis surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un coach qui a réussi à faire progresser son équipe d'une année sur l'autre. Alors je sais qu'on parle de cette année-là, mais j'ai du mal du coup quand même à le mettre ça de côté. Il a réussi à faire progresser son équipe avec globalement une équipe relativement similaire. Et Jay Brown est arrivé, certes, ça aide le quarterback, ça aide l'attaque. Mais c'est une équipe qui est quand même sensiblement pareille il a réussi tout de même, on se rappelle en début de saison, on a toujours un peu ce billet de la fin de saison, mais on se rappelle la début de saison, voire même la première moitié de saison, qui doit compter à 50% dans la mm. décision. Les Eagles sont incroyables, vraiment, on l'a dit, hein, ils étaient bons des deux côtés du terrain, on se demandait bien qui pouvait les battre. Franchement, voilà, il y a eu cette blessure de Hurts qui a un peu heurté justement le bilan. Mais franchement, voilà, c'est une équipe. Donc, c'est pour ça que pour moi, de facto, la meilleure équipe, le meilleur coach peut être dans la meilleure équipe. Et puis, il y a Brian Dabol, parce que et voilà, c'est mes deux candidats pour moi. Après, ça, peut-être que tu en auras d'autres, mais Brian Dabol, parce que c'est une équipe qu'on n'attendait pas du tout. C'est un coach qu'on connaissait pas du tout, ou très peu, surtout en Mm. tant que head coach. Et on a vu que voilà, et surtout, j'ai trouvé qu'il a réussi à donner du caractère à cette équipe. Et pour moi, c'est vraiment, voilà, en fait, j'ai vu surtout une équipe de caractère, une équipe qui arrivait à gagner des matchs serrés, qui lâchait jamais, qui était peut-être un peu plus limitée en talent, mais qui arrivait à accrocher des matchs. Et surtout, voilà, je me suis dit, bah, ça, c'est quelque chose qui est impulsé par le coach, le coaching staff. Et surtout, ça n'était pas forcément l'année dernière. Donc, je me dis, il a eu une part prépondérante dans le succès des Giants. Je sais qu'il ne faut pas particulièrement compter les playoffs parce que Oui, on alors est voilà, c'est ce censé. que j'allais rappeler. Voilà, Attention, hein, on vote comme si on venait de finir la saison régulière. je suis d'accord. Et même si la saison régulière s'est arrêtée, je pense que c'était tellement surprenant de voir les Giants à ce moment-là que Oui. j'aurais dit Dabol et la suite m'aurait peut-être donné raison. Du coup. Alors je vais te dire, moi mon candidat, en effet, ça irait vers Brian Dabble parce que c'est probablement celui qui a fait le plus avec le moins. C'est Ouais. un peu ma définition du coaching, honnêtement. C'est un peu mon critère. Après, le problème, c'est que c'est quand même une année exceptionnelle, je trouve, en termes de candidat coach de l'année. C'est-à-dire qu'il y a des années où on était un peu par défaut, on savait pas trop, est-ce qu'on prend un Belichick ou un machin parce qu'ils sont en haut, etc. Là, tu as quand même, en plus, je rajoute à la liste, mais Pete Carroll et les Seahawks, franchement, personne n'attendait les Seahawks en playoff, Ah quoi. non, clairement. Personne n'attendait les Seahawks en playoff. Avec Gino Smith qui plus est, qui bat tous les records de franchise de Russell Wilson. Enfin voilà. Un jeu au sol qui renaît. Il a eu une ligne offensive correcte. Enfin, il s'est passé quand même des trucs incroyables du côté de Seattle. Cal Shanahan est tête de série numéro 2 avec son troisième quarterback à la fin quand même. Oui. C'est-à-dire qu'un système est mis en place et on peut mettre, c'est souvent ce qu'on dit, mais n'importe quel joueur, C'est et le ça. système marche bien, c'est souvent aussi symbole d'un coach qui est plutôt bon. C'est ça. Donc on en attendait un peu plus, mais quand même, c'est assez délirant. Dan Campbell, pour moi, il n'est pas dans la liste et je ne le mettrai pas dans le sondage pour une raison simple, c'est qu'ils ne sont pas en playoff. Et je pense que pour être coach de l'année, c'est quand même un minima, mais ils étaient bien montés. Et puis, bah, on vient d'en parler, Doug Peterson quand même aussi, qui attendait vraiment les Jaguars en playoff. Ouais. Je sais pas. J'ai même envie de rajouter peut-être Kevin O'Connell. Hein. Alors, Et Kevin O'Connell, ouais, ils sont à 13 parce victoires. Hein. qu'on a dit beaucoup de choses sur les Vikings, et en effet, ils sont éliminés, mais on doit juger que la saison régulière. Et en effet, on se disait que peut-être le bilan était meilleur que ce qu'il proposait, mais bon, le bilan, il est ce qu'il est. Et surtout, c'est encore une fois, je regarde beaucoup ça.
c'est globalement la même équipe que l'année dernière. Mm. Franchement, il n'y a pas de différence notable ou vraiment. Et pourtant, il a réussi voilà, à faire performer ses joueurs là où Mike Zimmer n'y arrivait plus. Mm. C'est aussi le symbole d'un bon coach. Alors, je lance le sondage avec Dabol, avec... hop, j'ai fait une erreur. Voilà, Dabol, Sirianni, Shanahan, Carroll, Peterson. On n'a pas mis O'Connell, mais on vient de le mentionner. Je pense que ça va se jouer un peu entre les autres. Au niveau des votes, là, ça évolue vite. Tiens, je peux vous mettre ça en... Voilà, vous pouvez voir les votes. Tac, regardez. Hop. C'est beau. Vous pouvez voir en direct les votes évoluer. Bon, Brian Dabol a l'air d'avoir un, Je vais un aller bon voter, moi, sur mon un téléphone. bon avantage. Mais moi, j'irais sur Dabol. Si j'avais qu'un vote, je pense que j'irais sur Dabol. Allez, moi aussi. Bon, donc ça semble prendre un avantage assez net. Tous les autres se répartissent un peu les votes. Mais c'est une belle année. Moi, je trouve que c'est une belle cuvée quoi, pour les coachs. Je voulais commencer par celui-là parce que pour le coup, il est quand même assez sexy comme trophée. Prime pour le premier poste de head coach. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est son premier poste à Dabol. Non, il n'avait pas été head coach quelque part. Non, je crois Non, que c'est son ou un truc premier. d'intérimaire alors. Peut-être. J'ai un petit doute là-dessus. Mike Tomlin, c'est vrai, Red Phoenix le dit dans le chat. Mike Tomlin, bon, il joue pas les playoffs. Donc, Oui. mais boulot incroyable. Mike Tomlin aussi. Hein, Ah, ça pour aurait le pu. coup du coach qui fait beaucoup avec, enfin en tout cas qui fait avec peu, c'est Mike Tomlin, il rentre dans cette catégorie-là. Bah, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, bon, ça, il y en a qui restent fidèles à Adam Campbell dans le chat. Tomlin à la série toujours en cours. Bon, après, voilà, on peut pas donner un coach de l'année juste pour une série, hein, mais Oui, c'est vrai que Tomlin fait partie des très bons. Autant il y a eu pas mal de coachs virés en cours de saison, autant il y en a quand même beaucoup de méritants cette année. Ça a été un peu tout ou rien, j'ai l'impression, pour les coachs. Tu as eu Hackett d'un côté qui a été un des plus gros fails de mémoire récente. oui. Autant, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Autant Mike Tomlin, Brian Dabol, Sirianni, Shanahan, Carroll, Peterson, enfin il y a eu plein de choses. Oui, Josh McDaniels, ça a été Ça a été plus, ouais, moins ça a été plus réussi. compliqué. Bon, on va entériner la victoire de Brian Dabol avec 48% des votes. Voilà, Qui c'est fait un total de fait. 100 votes exactement, c'est beau ça. Eh oui, dis donc, bien Ou joué. peut-être 200, Attends, non 48, 100. 17, tu calcules vite, hein, dis donc. Non, c'est juste que 48 votes, 48%, globalement, ça fait. Ah bah oui, bien vu. Oui, tu es, tu, C'est- tu es beaucoup plus fort que moi. Dabol, donc, vainqueur pour ce trophée de coach. Deuxième trophée, rookie défensif. On a Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup moins de Ouais. possibilités. Oui, je vais me lancer. Je pense qu'on a plus ou moins le même gros favori, mais c'est en effet, pour moi, en tout cas, le cornerback de New York, Sauce Gardner, Hmm. parce que il a réussi à être. On sait que c'est un poste en plus qui peut parfois demander du temps, parce que le système n'est pas toujours le même entre ce qu'on fait en universitaire et ce qu'on fait en pro. Et pour le coup, lui, il a de suite, j'ai le souvenir, je ne sais plus si c'était son premier ou son deuxième match, de suite, il s'est imposé. Sur toute la saison, il a été bon, j'ai trouvé. Hmm. Il a réussi, voilà, il a réussi à s'imposer. Et j'ai trouvé que c'est un joueur qui a des capacités de s'imposer dans à peu près n'importe quel système. En plus, je veux dire, un profil de joueur qui est capable de suivre le meilleur receveur ou un receveur très bon un peu partout sur le terrain. Et c'est vrai qu'on en a de moins en moins maintenant, de par les systèmes, de par les. Donc c'est vrai que Sauce Gardner, Moi, c'est plutôt pas mal. Moi, rien que pour les jeux de mots, je vois dans le chat quelqu'un qui l'appelle Jus de jardinier. J'ai tapé son nom pour chercher ses stats dans Google et je suis retombé sur la fiche TDA. Regardez-moi ça, Masterchef évidemment. Ah, ah, ah. Mais j'ai du mal en effet à donner quelqu'un d'autre que Sauce Gardner là pour le coup. 20 passes déviées, c'est leader en NFL, hein, pour lui dès sa première saison. Et pourtant, j'ai l'impression qu'en plus à un moment on commençait quand même à pas mal l'éviter du côté des Oui, c'est ça. coordinateurs. Donc c'est quand même assez impressionnant. Je vais lancer le sondage dès maintenant, comme ça on en débat en même temps. Sauce Garner, Tariq Woolen, Aidan Oui. Hutchinson, Jalen Pitré. C'était les autres que j'ai mis dans le. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, commencer un sondage. Et je vais mettre le sondage à l'écran pour, donc encore une fois. Bon, Woolen, Hutchinson, Pitré, c'est aussi des très bons joueurs. N'importe quelle autre année, on a envie de dire, ça se joue entre Woolen et Hutchinson. Oui, oui, oui. Disons que Hutchinson, par exemple, on va dire que c'est plus, c'est monté en puissance. Oui. C'est surtout sur la fin de saison qu'on a vu enfin, le potentiel, on l'a vu depuis le début de la saison, mais c'est vrai qu'il a commencé vraiment à être très bon en fin de saison. Et du coup, c'est très prometteur pour l'avenir. Je pense que ça peut devenir un très bon joueur.
Ça l'est déjà. Mais en effet, si on juge sur une saison, je vais donner peut-être la priorité à un joueur qui a été bon, peut-être dès la semaine 1, qui a eu pas beaucoup de trous, comme tu l'as dit. Et du coup, c'est pour ça que, en effet, devant Hutchinson, Woolen aussi. Mais c'est pareil, Woolen, peut-être, ça s'est construit au fur et à mesure de la saison. On a commencé à se dire, ah oui, peut-être que c'est pas mal. Puis on a commencé à le regarder un peu plus sérieusement. Et puis on s'est dit, oui, en fait, en effet, c'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que là, voilà, là où Gardner, ça a été, bon, il faut qu'on le regarde. Et puis dès la semaine 1, pardon, ça a été très bon. Je vois dans le chat que certains disent qu'ils l'ont pas. A priori, ça peut être un bug, hein, des fois de tous les sondages s'affichent pas toujours. C'est-à-dire que Jeff Bezos, il prend des grosses coms, mais il optimise pas des masses le truc, hein. On sait pas ce qu'il fait avec l'argent. Mais il y a beaucoup de votes qui rentrent, a priori. Moi, il s'affiche bien. Donc, Alors, pour le coup, je ne l'ai pas. Je ne vais ah, pas bon. pouvoir voter, mais vous avez le mien. Bah écoute, il y a peut-être un bug de temps en temps, mais on est à une centaine de votes là, comme tout à l'heure. Donc j'ai l'impression que voilà. C'est encore une fois, c'est Jeff Bezos, hein, le service après-vente, hein. Je suis désolé, moi. Directement. Ah, je l'ai, ça y est. Ah, tu vois? Sauce Gardner pour moi. Bon, À bah, voter. je, je suis sur téléphone. Bah, je vous dis, ça dépend des gens. Mais ouais, Jeff, il va dans l'espace. Ah oui, mais je peux voter aussi, tiens, dis donc. J'avais même pas vu que je pouvais voter, moi, dans les trucs. Allez hop, Sauce Gardner. Mais bon, celui-là, il me paraît évident. Je sais pas pourquoi il est si long d'ailleurs. Mais ouais, passer Trevon Walker, son statut numéro 1 n'a pas suffi. Oui, c'est vrai Il que, est et monté en pourtant, puissance aussi au fur et à mesure. oui, et pourtant dans une équipe qui, des fois, on peut se dire, c'est une équipe qu'on regarde pas, qu'on regarde peu parce que c'est l'équipe qui est très haut dans la draft et donc du Mm. coup, bah, elle est pas bonne et qu'on va pas beaucoup la regarder. Pour le coup, ça n'a pas été vraiment le cas. Et c'est vrai que il a eu des. Je pense que c'était un peu trop irrégulier. Mm. Il est monté en puissance, mais plus en milieu de saison. Puis d'un coup, ça a été un peu plus compliqué. J'ai trouvé que c'était vraiment en dents de scie. Mais c'est vrai que par contre, quand il a été bon, il a été très bon. Et c'est vraiment quelqu'un qui peut mettre le bordel, permettez-moi l'expression. Mais je pense que c'est trop juste, même moi pour être dans les quatre là, c'est un peu trop juste. Petite info, Gringali nous dit sur le chat qu'il faut actualiser le chat en fait à chaque sondage. Voilà, si Voilà. vous voulez avoir le vote. On va terminer le sondage là, 80 votes, soit 78% pour Sauce Garner. Comme ça, on va pouvoir avancer et passer au vote suivant. Et je vais lancer un nouveau sondage pour le rookie offensif de l'année. Lucas, là on a beaucoup de receveurs, moi j'ai l'impression. Je vais donner tout de suite les possibilités. Tiens, tu vas me dire si j'en oublie. Garrett Wilson, Chris Olave. Je tape le sondage en même temps, regarde. Garrett Wilson, Chris Olave, Dameon Pierce, Kenneth Walker. Alors c'est des joueurs qui ont connu des blessures malheureusement, mais qui ont quand même fait une bonne saison. Est-ce que je rajoute Christian Watson ou quelqu'un d'autre? Christian Watson c'est pas mal aussi, hein. Ouais, 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 ça Mais fin de c'est. saison, Christian Watson, c'est un peu le... Ouais, 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 ça a été ouais, milieu de saison, ouais, milieu fin de saison, c'est vrai qu'il a un peu explosé un peu plus tard. Oui, ça paraît en tout cas. J'essaye de me balayer un petit En peu fait, il y a beaucoup de monde. On nous suggère alors Brissy Hall, mais c'est sur une demi-saison. Al Geier sur le coureur des Falcons. Je crois que c'est un des rares d'ailleurs. Je me demande si c'est pas le leader, hein, sur les yards au sol, du coup, avec le jeune massacre que ça a été au niveau des blessures. Je crois qu'Al Geier a terminé Oui. numéro 1. Brock Purdy est rookie, mais c'est pareil, c'est 5 matchs, quoi. Ou Brock 3 Purdy, matchs. honnêtement, tu lui donnes ouais, ouais, c'est 5 matchs, tu lui donnes peut-être 2 matchs de plus, il est très nettement dans la course. Mm. Je ne sais pas s'il l'est, mais il est Mais très en nettement fait, dans la il course. y a beaucoup de joueurs. Moi, je veux bien. Par exemple, ça parle beaucoup de Pacheco sur le chat, mais Pacheco, c'est fin de saison aussi, quoi. Il arrive très très tard, quoi. Pacheco, il a 830 yards sur le total de l'année. Je crois que c'est Algayer qui doit avoir le plus gros total, si je ne dis pas de bêtises. Il a 1035 yards. Donc, c'est pas évident, en fait, je trouve, d'en choisir 5 à mettre dans le sondage. Parce que Pierre, c'est exceptionnel, mais il se blesse. Je dirais que Wilson, Olave et Walker sont les trois Il y a, principaux parce qu'ils font toute la saison. et puis c'est pareil, hein, le running back des Jets Hall qui se blesse et qui est out pour quasiment la moitié de saison. Mm. Tu te dis, il fait un début de saison tellement bon Bah ouais. que. Mais, euh, Bon, mais je c'est vais, bon. je vais lancer le sondage là-dessus. Je vous ai mis Wilson, Olave, Walker, Watson et Brissy Hall. Allez. Parce que c'est vrai que c'est un peu dur. Au final, on dit ah oui, mais Watson il est monté en puissance qu'en fin de saison ou Al Geier qu'en fin de saison, etc. Mais Brissy Hall c'était en début, mais c'est qu'une moitié aussi en soi, hein.
Mais c'est ça, en fait, c'est la même moitié, enfin, c'est la même chose. Donc, Ouais, ouais. mais moi, je vais partir sur Garrett Wilson pour ma part, C'était mon choix aussi. C'est pas parce innocent qu'ils soient. que Ouais. Parce que en effet, peut-être que le pic est peut-être pas aussi haut que certains. Mm. Watson, par exemple, a fait des matchs ou un match peut-être qui était meilleur que n'importe quel autre match, mais sur la saison entière, sur aussi, on va dire, l'environnement. On rappelle que Garrett Wilson, quand même, il commence avec un quarterback, puis Zach Wilson revient, Ouais, c'est puis ça ça. change, puis White, puis Wilson est de nouveau là. On a clairement vu que Wilson ne fonctionnait pas avec Wilson. Donc, c'était aussi difficile avec lui. Et finalement, il finit avec plus de milliards, 1100 yards ou quelque chose comme Mm. ça, peut-être un peu plus. 1103. Ouais, donc à peine 1103. plus. Et 4 Donc, touchdowns. ouais, c'est 4 touchdowns, un potentiel énorme. Voilà, et puis c'est aussi révélateur de se dire que pour l'instant, nos deux favoris de rookie défensif, rookie offensif, ils sont chez Mm. les Jets. C'est plutôt une bonne draft pour New York, celle de Clairement, 2022. clairement, on avait balayé le premier tour avec comment dire, avec Jean-Michel Boujard récemment au niveau des drafts, un an après. Clairement, la QV, on avait fait que le premier tour, mais si on fait par QV, il est clair que Seattle et New York ont fait deux trucs exceptionnels. Moi, c'est Wilson aussi, hein, le choix, hein, 83 réceptions, 1103 yards, 4 touchdowns, comme vous êtes nombreux à le rappeler sur le chat, avec Mike White, Joe Flacco, Zach Wilson. Excusez du peu. Alors, Chris Olave vient de remporter le choix des auditeurs, donc on respecte le choix des auditeurs. Après, c'est un très bon choix aussi, hein, Chris Olave. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'avais la fiche de Sauce Gardner, tiens, qui était encore ouverte. Si je vais voir Chris Olave sur Pro Football Reference, juste pour se rappeler, cette saison, c'est 1042 yards. Donc, c'est même un poil. Non, c'est un poil moins. Oui, oui. 1042, 1103 pour Wilson, 4 touchdowns également. Bon, après, c'est très très bien aussi. On va pas faire semblant que Dalton et Winston cette année c'est incroyable. Donc, Olave, moi, c'était mon deuxième choix. Ouais, moi, le deuxième choix, ça aurait été plutôt Kenneth Walker. Hmm. Parce que, en effet, la ligne offensive n'était pas forcément la force annoncée des Seahawks. Et pourtant, Gino Smith a été bon, mais il a été aussi aidé. Donc, moi, mon choix 2, c'était Kenneth Walker. Mais Chris Olave, c'est vraiment pas déconnant. Alors, on arrive au titre. Alors, j'ai peur qu'il n'y ait pas du tout de débat pour celui-là. Je suis en train de préparer tout de suite le truc. Défenseur de l'année. Ouh là là, mais qui va-t-on bien pouvoir choisir? Je suis en train d'en rajouter quand même sur le. Tiens, Oui. j'en rajoute un qui est moins discuté, mais tiens, on va le mettre. Allez hop. Je mets un sondage de 2 minutes, ça suffit, hein, je crois, pour celui-là. Donc, défenseur de l'année, Lucas, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose Non, à dire? non. Je pense qu'il n'y a pas vraiment Keenan Williams pour moi. Non, pardon. Non, non, mais Nick Bossa, en effet. En effet. Et puis j'ai presque envie de résumer en disant le meilleur défenseur dans la meilleure défense de Hmm. la ligue. Une fois qu'on a dit ça, il a été bon toute la saison. Il est vraiment très important. Il a joué quasiment tous les matchs. Je réfléchis parce que c'est pas un joueur qui particulièrement C'est vrai, il a toujours des petits joue. pépins, mais Ouais. là, a Mais priori, je bon, vois il pas doit pas de. être très loin en tout Ouais. cas d'avoir joué tous les matchs, qui est déjà une bonne chose pour lui. Voilà, que dire de plus, si ce n'est que derrière, en plus, TJ Watt a été blessé. Si on prend voilà, cela, TJ Watt a été blessé. Mika Parson, peut-être, avait commencé sur la même dynamique qu'il avait terminé l'année dernière, puis Mm. ça s'est un peu calmé. Keenan Williams a été très bon aussi, mais est-ce que ça vaut un. Bon, voilà, on tourne un peu autour du pot, mais comme Oui. tu l'as dit, il y a pas vraiment de surprise. Après, ah oui, moi je dirais comme certains dans le chat, dommage pour la blessure de TJ Watt parce que sur l'influence, je crois que TJ Watt c'est assez incroyable le On est rayonnement d'accord. qu'il a à Pittsburgh, à quel point il change cette défense, quoi. C'est vraiment incroyable. Là où tu te dis que San Francisco, avec les qualités qu'il y a autour, le coaching, etc., pourrait surnager sans lui, serait pas aussi dominante, mais aurait une bonne défense. Et, Pour Pittsburgh, c'était un tel écart entre avec et sans TJ Watt, c'était délirant. Donc je trouvais qu'on aurait pu, ce serait pas immérité il est tenant du titre, hein, donc et surtout ce qu'on dit souvent, c'est qu'une défense, notamment les lignes défensives,
quand on a des très bons joueurs autour, on ne peut pas mettre toutes nos forces sur Nick Bosa, parce que si on met toutes nos forces sur Nick Bosa, il y a pas mal de joueurs du côté de San Francisco qui vont pouvoir nous faire du mal. Donc il faut un petit peu là où, certes, la ligne défensive de Pittsburgh est bonne, mais elle n'est pas aussi bonne que celle de. Donc on peut un peu plus se concentrer sur TJ Watt, et donc il peut avoir un peu moins de marge de manœuvre que peut l'avoir un Nick Bosa. C'est toujours la même chose. Est-ce que c'est le joueur qui rend les autres meilleurs autour, ou est-ce que c'est les autres qui le rendent meilleur? Mais c'est vrai qu'en tout cas, s'il avait fait une saison complète, ça aurait pu se poser la question. Là, je pense qu'il n'y a pas de débat. Je m'excuse, j'ai oublié un S à Micah Parsons. J'ai écrit Oui. trop vite. Non, mais voilà, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur l'année exceptionnelle de Nick Bosa. 18 sacs et demi, meilleur saqueur de la NFL, dans une des défenses qui gagne. J'ai vu d'autres noms passer, etc. Sur le chat, mais il faut quand même que je trouve ça significatif quand même que la défense performe dans son ensemble. C'est-à-dire que moi, je veux bien, c'est qu'on me dise. Oui, mais un tel, il a été bon sur les stats avancées ou sur machin, mais si la défense, elle prend le bouillon, bah, Oui, disons que oui, c'est un sport collectif, certes, et un joueur tout seul peut pas tout faire, mais en même temps, c'est aussi en effet l'influence qu'il peut avoir sur les autres et tout, qui peut être mesurable et mesurable dans ce trophée-là. c'est ça. Bon, Nick Bosa, en tout cas, élu très facilement joueur offensif de l'année. Est-ce qu'on tombe d'accord, Lucas, que c'est genre le meilleur non-quarterback? Totalement d'accord. Pour moi, il faudrait même, je milite pour que ce soit officiellement le MVP hors quarterback, en fait. Hmm. Globalement, enfin, je veux dire, globalement, on va pas se mentir, je sais pas, 9 fois sur 10, le MVP va être quarterback. Et du coup, ben, derrière, c'est compliqué. Donc, je suis assez d'accord pour dire que le joueur offensif, c'est le meilleur joueur offensif, si on enlève les quarterbacks. Alors, il y a évidemment un nom de receveur des Vikings qui revient énormément dans le chat, donc je pense que ça va pas être un gros débat non plus là-dedans. Mais avant de citer lui, qui je mets en prétendant du coup? Moi j'avais Tyreek Hill, j'avais Travis Kelce. Tyreek Hill, Travis Kelce, en effet, je pense que je réfléchis à qui peut être derrière. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de running back qui ont particulièrement été bons Bon, alors il y a sur. Josh Jacobs qu'on va mettre par acquis de conscience parce que c'est le coureur le plus produit. Ah, Christian McCaffrey. Ouais, j'ai pensé à Christian McCaffrey parce que c'est pas peut-être pas celui qui a le plus de yards au sol, mais il y a eu le changement. Il y a eu, c'est vrai que au Panthers, c'est ce que véritablement. Mais je réfléchis. Allez, Non, je lance le sondage avec ces 5 noms-là parce que de toute façon, en vrai, bon. ouais. Hein, Oui, hein. globalement. Qui d'autre que Justin Jefferson? J'attendais pour donner son nom, Lucas. Bon, je pense que là, c'est évident Oui, aussi. bah, c'est surtout que on se rappelle, hein, ici en premier d'ailleurs, on n'était pas loin de le mettre en candidat MVP. Hmm. Donc à partir du moment où Oui, on c'est lui a un. bien porté chance d'ailleurs. Ouais, voilà. Parce qu'en effet, dans la foulée, il fait peut-être son plus mauvais match de la saison. Hmm. Mais bon, voilà, en effet, il n'y a pas trop de débat. Les autres, Tyreek Hill a été bon, notamment pour sa première saison dans un nouveau système, pour la première fois qu'il changeait de franchise. Travis Kelce, on en a parlé. Bon, Josh Jacobs, Là, on statistiquement. l'a mis là pour être sympa parce que Voilà. c'est le meilleur coureur de la saison. Mais oui, non, mais enfin voilà, Jefferson a été exceptionnel. Il a vraiment été le moteur de l'attaque des Vikings. Une équipe qui gagne 14 matchs. Enfin voilà, si on dit c'est un MVP non quarterback, tu peux, comme tu disais, moi pour l'avoir défendu comme MVP à un moment de l'année, je vais difficilement dire autre chose que Justin Jefferson. Après, vraiment Tyreek Hill pour moi était dans la discussion jusqu'à ce qu'ils perdent cet élan en fait de début de saison où ils planaient un peu, où ils avaient gagné, je crois ils étaient à 8-3 ou quelque chose comme ça, où Tagovailoa jouait bien en début d'année, etc. Ils avaient vraiment un truc hyper fun et je pense que Tyreek Hill était dans la course à ce moment-là. Après ça s'est vraiment beaucoup essoufflé. Donc je pense que vraiment tout ça en fait fait que Jefferson est un peu candidat unique entre guillemets parce que bah, même McCaffrey, je veux dire la première partie de saison du coup est quand même pas incroyable quoi. Et même avec les Niners, il y a un petit temps d'adaptation et l'équipe est tellement fournie qu'ils n'ont pas tout le temps besoin de s'appuyer à fond sur lui. Donc Non, ouais, c'est ça. Et puis après, bon, pour le coup, Justin Jefferson, c'est comme tu l'as dit, c'est peut-être voilà, ce choix-là. C'est pas forcément un choix par défaut non plus, ah non, parce que non. voilà, en temps normal, même s'il y avait eu un très bon running back et tout, il aurait été dans la course parce qu'il fait une très belle saison. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de concurrence là. Et le choix est validé par le chat, 63% de vote pour Justin Jefferson, joueur offensif de l'année. On termine avec évidemment le MVP.
qui va se jouer là pour le coup quasiment contre des quarterbacks, hein, je pense que je ne dis pas Mais de... c'est pour ça qu'il faudrait tout simplement le meilleur quarterback de la ligue, appeler ce trophée le meilleur quarterback de la ligue. Oui, je pense Non, que... après c'est vrai que c'est un peu dommage quand un receveur. Mais bon, globalement, le problème des receveurs, c'est que la balle, elle revient toujours de la part d'un quarterback. Donc on va toujours toujours privilégier le quarterback plutôt que le receveur. Bon, alors là, tu sais quoi, je vais mettre un Mais tous quad... les quarterbacks de la ligue. Ouais, j'étais en train de me dire, je mets... Allez, j'en mets un autre pour la forme, juste pour rire. Non, 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 là, on va m'incendier si je mets celui-là. Bon, j'en mets que 4. Bah, allez, soyons francs. Mahomes, Allen, Hurts, Burrow. Mahomes, Allen, Hurtsborough, oui, oui, oui. Je réfléchis à qui. Joe Là, on va me Burrow, dire... non. J'oublie quelqu'un d'évident, mais... Bon, allez, pour la forme, hein. Hop, commencez le sondage. Et n'oubliez pas d'actualiser si vous voulez voir le sondage. Oui, c'est un top 5, ils vont devoir voter. J'ai mis Tom Brady, je sais pas pourquoi, il me fallait un cinquième nom. Écoute, je crois qu'il a une des attaques à la passe qui a été la plus prolifique cette saison. Donc. Voilà. Est-ce que Patrick Mahomes là est en train d'écraser le scrutin? Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas logique? 67,1% de passes complétées, 5250 yards, il est premier sur les yards, 41 touchdowns à la passe, il est premier sur les touchdowns à la passe. En fait, globalement, si on prend les meilleurs quarterbacks que tu as pris là, Josh Allen a été trop irrégulier. Oui. Il avait très bien commencé et d'ailleurs avait un peu éclipsé ce que faisait Patrick Mahomes. Mm. Mais pour le coup, Mahomes, parce que j'avais presque envie de dire Mahomes est monté en puissance, mais c'est pas forcément vrai. Il a été bon toute la saison. C'est juste que Allen était meilleur sur le début de saison, on peut le dire, Mm. mais il n'a pas réussi à tenir le rythme. Jalen Hurts a été très bon, mais il y a cette blessure et qui l'a fait manquer, je crois, 3 matchs. Mm. Et du coup, je pense honnêtement que sur une saison complète, peut-être par nécessité de renouveler ou je sais pas, peut-être inconsciemment, je serais allé sur Jalen Hurts. Mais là, c'est vrai, c'est dur de l'enlever à Patrick Mahomes, tant il a été régulier, bon. Et puis aussi, il faut pas essayer de prendre ce que fait Patrick Mahomes pour acquis. Mm. Ça reste exceptionnel ce qu'il fait. C'est toujours le problème un peu avec ces joueurs comme ça. Oui, parce que j'allais dire, besoin de renouveler, t'es dur, il est encore jeune et surtout il a qu'un seul MVP, hein, c'est pas encore Michael Oui, oui, Jordan, hein. oui, non, mais c'est-à-dire, oui, 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 bien sûr, non, non, mais parce que, bah oui, il est tombé sur un Lamar Jackson qui faisait la saison, une saison énorme. Il y a Mm. Aaron Rodgers qui est sur deux titres de MVP consécutifs, si je me trompe pas. Donc, mais et donc, du coup, il a qu'un titre de MVP. Et en même temps, voilà, je trouve que on a tendance, c'est un peu comme à l'époque Tom Brady. On a tendance à un peu normaliser l'exceptionnel, mais c'est vrai qu'il fait une saison incroyable, Patrick Mahomes. Ouais, moi ça me semble maintenant ultra logique, hein, que ce soit Patrick Mahomes qui l'est. C'est voilà, 69% de votes sur le chat. Il est élu MVP du chat. Franchement, ça me semble assez évident au sens où, comme tu le disais, il a banalisé. Il fait partie de ces joueurs qui banalisent l'incroyable. C'est le meilleur joueur de l'équipe qui est tête de série numéro 1 dans une AFC qui est quand même pas donnée. Donc voilà, ça me semble ultra logique. Jalen Hurts deuxième, ça me semble logique aussi du coup parce qu'il est Oui. le MVP de cette équipe des Eagles, qui est une excellente équipe, mais je pense pas qu'il soit au niveau de Mahomes, à la fois dans le niveau de jeu et dans l'influence sur le résultat de l'équipe, tu vois. Oui, encore que quand il n'a pas été là, C'est vrai, ça a perdu c'est vrai. 3 matchs du coup. Tu as bien raison. Ça n'a pas été facile, hein, sur la fin Ouais. d'année, en effet. Et juste sur Joe Bureau, Josh Allen, je trouvais intéressant que tu dises que Allen, ça a bien commencé, ça s'est un peu essoufflé. Bureau, ça a été un peu l'inverse, ça a Ouais. commencé difficilement. On rappelle, mine de rien, qu'il avait été opéré de l'appendicite et que c'est pas des trucs qui sont si anodins que ça, quand même, je pense, dans une préparation, parce que bah, tu te fais quand même ouvrir un peu le ventre et que c'est pas idéal. Il Donc, avait manqué une partie aussi de la prépa, ce c'est qui l'a ça. obligé aussi à manquer une partie de la C'est préparation. ça, donc et puis après il faut quand même prendre des chocs assez violents, donc même si l'appendicite c'est pas l'opération, c'est pas une opération à cœur ouvert, mais bon Ouais, ouais, je pense que t'as pas je tout suis de assez suite envie d'accord. de te prendre des coups de poing dans le bide quoi. Donc voilà, donc lui est monté en puissance et a fait un peu l'inverse de Josh Allen, mais je voyais des gens dire l'an prochain Joe Bureau etc. On lui souhaite, mais bon, pour l'instant en tout cas, ça semble plutôt logique. Ce sera donc Patrick Mahomes. Je rappelle donc les trophées. Mahomes MVP, Justin Jefferson joueur offensif de l'année, Nick Bossa joueur défensif. Pour le rookie offensif, c'est notre seule différence entre nous et le chat, grosso modo, puisque vous avez lu Chris Olave, nous on était plutôt sur Garrett Wilson. Rookie défensif, Sauce Garner, coach Brian Dabble. Voilà Je, pour les je suis, trophées.
Je suis assez déçu, on n'a pas parlé d'un trophée, le trophée qui est basé sur le moins de choses possible, c'est le trophée de comeback player de l'année. Je savais pas quoi faire en fait. On peut le faire à l'arrache si tu regardes. Je vais créer un sondage. Alors, Mais de toute façon, on peut mettre n'importe qui là. De toute façon, bah, c'est ça. il y a qu'une règle, c'est que les rookies ne sont pas éligibles, ce qui est assez logique. T'as Gino Smith qui revient pas de blessure mais qui revient au niveau, Il y a Saquon Barkley qui revient de blessure. qui revient de blessure. Il y Qu'est-ce a Christian McCaffrey qui revient au premier plan. Mais Il est-ce était, que. bon, il était tout le temps blessé, McCaffrey, ça Oui, compte bah, comme du coup, par blessé premier définition, plan, ouais, très bien. par définition, il est toujours là. Il y a Tom Brady qui revient de la retraite, hein. Oui, et oui, c'est C'est un un comeback. comeback, c'est un C'est le comeback. comeback. Et puis bah, Lacon Treadwell hein, qui revient dans mon cœur tous les ans dans un practice squad. Donc je vais lancer le sondage. Vous avez 2 minutes Top chrono. voilà, pour nous élire le comeback player de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait? Voir les résultats. Hop là. Ah bah non, j'ai terminé le sondage. Ah bah Ah, c'est malin, j'ai fait une ouais, fausse manip. c'est le symbole de ce Alors attends, trophée il qui faut que ne je la sert à refasse. rien. Comeback de l'année. Oh là là, le pas doué. Je me disais, j'ai cliqué sur un mauvais truc, ça fait pas comme d'habitude. On a dit Gino Smith, on a dit Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Tom Brady et Lacon. Treadwell. Donc je commence le sondage, je clique sur voir les résultats. J'ai cliqué là-dessus, j'ai cliqué au milieu tout à l'heure, Ah terminer oui. le sondage bêtement. Voir les résultats, voilà. Et c'est ça qui me permet de vous afficher en gros. Voilà donc Gino Smith, Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Tom Brady, Lacon Treadwell. Je vois que pour l'instant personne ne va vers Lacon. Il faut dire qu'il n'a pas été très Ah, impressionnant. Ah, 2 voix quand même, 3 voix quand même. tu fais du lobbying. J'ai oublié Jared Goff. Oui, Jared Goff, c'est J'ai vrai. oublié Jared Goff qui revenait ni de blessure ni de rien non plus, mais c'est un peu comme Non, Gino mais Smith qui. quoi. Oui, c'est ça. Toi tu C'est voterais ça. pour qui en vrai si Moi, t'avais... alors, je viens de voter parce que je fais mon travail à chaque fois. J'ai voté pour Geno Smith. Pour moi, ça se jouait entre Geno Smith et Saquon Barkley. Pour moi, Saquon Barkley, c'était vraiment de la blessure, mais le potentiel a été toujours là. Et Hmm. pour moi, je me suis toujours dit, il peut revenir. Geno Smith, je n'avais plus du tout espoir de quoi que ce soit. Pour moi, c'était un mauvais joueur ou un joueur moyen Hmm. et basta. Et comme on dit. Et puis là, j'ai été impressionné, surpris. Et donc voilà, quitte à donner un trophée en plastique, autant le donner à Dino Smith parce qu'il a été bon cette saison. Moi, j'ai voté Barclay pour Treadwell pour rigoler, mais je dirais Gino Smith aussi. Mais j'aime bien à quel point ce trophée veut rien dire. Donc dans le chat, je sais même pas si vous êtes premier ou second degré, moi je sais plus. Hein. Mais on nous propose du Daniel Jones qui revient de nulle part. On nous propose Trevor Lawrence. Donc je suppose que c'est parce qu'il revient d'Urban Meyer, quoi. Ouais, Mariota pour le comeback raté, parce que c'est vrai qu'ils disent comeback player de l'année, mais ils disent pas si le oui, comeback est c'est pas réussi ce ou pas. best comeback, c'est juste le comeback. Voilà. Il y a des trucs. L'année prochaine, un bon Lamar Jackson. Oui, bah là, il a une option, hein, Lamar Jackson, clairement. Clairement, il a une option. Bon, en tout cas, vous êtes plutôt. Vous allez sur Geno Smith. Carson Wentz, ah oui, là, c'est. Non, ça, c'est pour, oui, c'est pour les flops, là. Carson Wentz, c'est plus dur. Euh, c'est truqué. Bah oui, désolé, on peut pas voter. Là, normalement, c'est bon, c'est reparti. L'année prochaine pour Damar Hamlin. Ah oui, bah Oh là. oui, Ah bah c'est en là, train. Damar Hamlin, il met un orteil sur le terrain l'an prochain, c'est Oui, gagné. Hein. la belle histoire. Normalement, Deshaun Watson, tiens, c'est vrai que peu d'affection pour Deshaun Watson en comeback de l'année. Hein. Geno Smith, vainqueur à 56%. Voilà pour le trophée de comeback. On l'a fait. On a été C'est complet fait. comme ça. Merci beaucoup, Lucas. Toujours un plaisir, et puis on s'approche de la fin. Profitez bien des 2 derniers matchs. On a un beau dimanche quand même qui Ouais, arrive. on a un très beau dimanche. On se retrouve très bientôt, Lucas. En tout cas, merci beaucoup. On a des podcasts. On a un podcast ensemble cette semaine ou Je pas? suis pas Je ne sûr. Je sais suis pas sûr. Je plus. suis Hein. pas à l'abri d'être sur un jubilé de cette saison. Là, je n'ai pas regardé les Non, dates, mais mais non, tu dois bien y avoir d'autres trucs. On va c'est où je trouver. peux. On va Oui, c'est trouver. possible. Je passerai peut-être une tête quelque part. Euh, À un moment, il y a. en vrai, avec toutes les previews du Super Bowl, je pense que C'est possible, il en y a effet. quand même moyen. Attends, je scroll le. Ah oui, non, pas de Lucas cette semaine. Je suis en train de regarder le planning en même temps que. Et tu me l'apprends, tu me l'officialises, du coup, c'est très Voilà, bien. je suis allé dans mon petit onglet planning TDA et je ne t'ai pas vu en effet. Bon, après, il y a une émission de moins du coup avec cette histoire. Merci beaucoup, Lucas, en tout cas. Avec plaisir. À Ciao tout le très monde. bientôt. Ciao, ciao. Hop là, on se retrouve pour la fin de l'émission. Tiens d'ailleurs, quelqu'un a... Mais il va revenir, ne vous inquiétez pas Lucas, mais c'est vrai qu'on a une émission de moins cette semaine parce on n'a pas... Enfin, on met mardi matin le débrief des 2 matchs de ce soir, mais du coup, il n'y a pas d'émission mercredi matin.
Donc voilà, enfin, on va voir. Il y a peut-être des émissions surprises qui vont débarquer. Là, on est en train de préparer les trucs pour le Super Bowl. Je vous le dis pas. Il y en a de partout. Ça va être incroyable. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc voilà, non, mais j'ai des émissions et des trucs à préparer parce qu'il va y avoir des surprises. Hop là, pendant les 2 semaines qui mènent au Super Bowl. Au niveau des podcasts notamment, il y aura des nouveaux formats. On dit comme ça, qu'on n'a encore jamais fait. Qui va au Super Bowl? Alors, très bonne remarque d'Alex sur le chat. Qui va au Super Bowl pour TDA? Eh bien, on l'a appris cette semaine. Oui, on a eu la réponse, on l'a enfin eu. Je vais prendre une gorgée d'eau pour ménager le suspense. La réponse est oui. Donc la réponse était oui, et c'est Nicolas Michel, rédacteur de longue date, qui ira. Donc il est en train de s'organiser pour y aller. Donc oui, on sera encore au Super Bowl cette année. L'interview exclusive de Zach Wilson, mais il n'y sera pas, Zach Wilson, au Super Bowl. Enfin, soyez raisonnable. Donc, en tout cas, oui, on y sera, et c'est Nicolas qui ira sur place. Hop là, je suis en train de regarder si je retrouve les pronos, tiens, pour voir ce qu'on avait pronostiqué. Bah oui, bah on était tous à l'unanimité. Mon premier quiz, je vise la moitié autre. Alors, il va être difficile le quiz, je vous l'annonce tout de suite. On va faire les pronos, on va faire les cotes et on enchaîne avec le quiz. Juste un petit coup d'œil sur les pronos. Chiefs à l'unanimité, c'était passé pour tout le monde. Eagles à l'unanimité, c'est passé pour tout le monde. J'ai les Bengals et les Cowboys aujourd'hui. Voilà, je vous le dis, je suis sur les 2 surprises. Un, parce que je veux pas que Victor gagne les pronos parce qu'il va être insupportable. Et deuxièmement, parce que j'y crois vraiment. Je pense que les Bengals sont sur une meilleure dynamique. Je pense que les Cowboys sont très complets. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis concis aujourd'hui. Dadegan, la NFL paye le billet d'avion? Non, pas du tout. Alors, il faut que je précise ça. Mais on le donne souvent les coulisses, hein, mais non, la NFL, faut vous rendre compte qu'une accréditation, c'est pas, comment dire, c'est pas un séjour offert par la NFL, c'est pas un voyage de presse en fait. C'est une autorisation à travailler sur place, l'accréditation. Mais après, on doit se débrouiller pour venir, on doit se débrouiller pour payer notre hôtel. Pour tout vous dire, la NFL met des hôtels à disposition, mais c'est pas donné. Mais alors, pas du tout. Donc voilà, donc ça fait un sacré budget. Ça fait un sacré budget. Mais non, ouais, c'est pas payé par la NFL. Hein. La NFL vous invite pas en vacances au Super Bowl. Vous venez bosser. Donc voilà, l'avantage évidemment, c'est que l'accréditation elle vous permet d'être dans le stade. Ça c'est évidemment l'énorme avantage. Mais encore une fois, vous y êtes pour bosser aussi. Hein. Vous n'êtes pas, on va pas vous. Oui, j'ai déjà fait Glendale. J'avais fait, du coup, je me rajeunis pas parce que on commence à arriver à des Super Bowls où j'ai déjà fait le stade. C'est-à-dire que moi, je suis déjà allé à Glendale pour le Super Bowl donc, qui se déroule en 2015. 2015 ou 2000... Oui, 2015. En février 2015 à Glendale. Non, Phoenix, c'est pas ouf. Phoenix, c'est pas. Il y a rien à voir, quoi. Il y a que dalle. C'est le désert, littéralement. C'est très très beau quand tu arrives en avion, mais c'est le désert. Donc non, il n'y a pas grand chose à faire, c'est pas incroyable. Mais le stade est très bien, j'ai adoré le stade. Des 3 que j'ai fait, c'est vraiment le stade que j'ai préféré. Glendale, c'est toutes les décennies, ouais, c'est régulièrement parce qu'encore une fois, il fait beau. Par contre, il fait beau, tu kiffes, tu passes une semaine. Je me rappelle pour le coup, à l'époque, j'étais parti de Paris sous la neige. T'arrives à Glendale, t'es en doudoune, tu te mets en t-shirt, tu fais bah ouais, là c'est cool quand même. Donc voilà. Mais oui, non, après non, le stade est vraiment top. Par contre, moi j'avais adoré le stade. J'avais fait New York, Glendale et San Francisco. De loin, le stade de Glendale est le mieux pour le coup. C'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool le stade. Bon après le stade il est vraiment au milieu de nulle part. Il est au milieu de nulle part, le stade. Au milieu du désert, littéralement. Il est à une demi-heure de la ville. Il n'y a que dalle. Bengals à 2,85 parce que j'y crois. Cowboys à 2,58 parce que j'y crois un peu moins, mais j'y crois quand même. Voilà, je peux vendre ça comme ça. Parlons-en du stade de San Francisco. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé le stade de San Francisco. Bengals de 85, je disais. Alors, soyons sérieux sur les cotes Unibet. Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne. Je vous remets le lien.
2,85 donc pour les Bengals. Mine de rien, c'est une très belle cote pour un match que je trouve quand même beaucoup plus serré que les cotes ne l'indiquent. Et les 49ers... Oui, non, pardon. Vainqueur Cowboys contre les 49ers, 2,58. Je pense aussi qu'ils ont le coup à jouer. Honnêtement, pour moi, c'est deux beaux matchs en 50-50, donc autant jouer la cote. 2,85, 2,58, ça joue. 5 euros misés, 36,77 € de gain potentiel. Allen va encore lancer trop d'interceptions. Bah ouais, je trouve que... Et puis sur les marqueurs de touchdown... Titi Higgins, ah, il est un peu blessé ces derniers temps. On va dire Jamar. Allez, Jamar Chase. Jamar Chase à 2,25 sur les marqueurs de touchdown. Voilà. Voilà pour les cotes de notre partenaire Unibet. Plutôt qu'un marqueur de touchdown, on peut parier sur la boulette d'Eli Apple. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On va passer au quiz. Quiz, donc je le disais, pas facile. Sur, évidemment, vous avez l'habitude maintenant, puisque je thématise sur les divisional, je suis en train de chercher mon petit quiz, start quiz, et donc je disais sur les trophées, alors pas que MVP, il y a beaucoup de MVP, mais le vainqueur sera ça. Alors j'ai vu, attention, hein, il y a la team là qui est arrivée, il y a Sarah, il y a HLRD qui est là, il y a vraiment des gens, affûtés qui sont parmi nous. Guigui Tweak en avait gagné un aussi, donc attention. Je rappelle, si vous répondez bien, vous gagnez des points selon la vitesse. Si vous répondez mal, vous perdez des points selon la vitesse. Si vous ne répondez rien, votre total ne bouge pas. Je vais y arriver à le dire. Et voilà. Et attention à bien coupler votre compte avec QuizKit si vous voulez que votre nom apparaisse dans les résultats. Qu'est-ce qu'on gagne? Je ne sais pas. Je vais aller voir d'ailleurs. Je vais enlever mon casque. Et qu'est-ce que je peux aller piocher là-dedans? On va dire ça. On va faire un assortiment. Tiens. On va faire tac. On va faire tac. On va faire tac. Ouais, c'est bien ça. Tac. Je fais mon marché, hein, j'arrive. Hop. Ah, mais j'ai du collector de ouf, tiens. On va mettre du collector. Ah, je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Regardez ça, c'est du collector. Ceux-là, ils sont plus en vente. C'est les sous-verts des playoffs de l'an dernier. Il y a 2 ans même. C'est les sous-verts des playoffs il y a 2 ans. Et donc, je vais vous en mettre 3. Voilà. Parce que c'est plus sympa de boire, de boire à plusieurs. Et puis, petit assortiment, les sous-verts du moment sur Tipeee. Tac. Donc, je vous mets les sous-verts et vous pouvez les commander sur Tipeee. Et un petit assortiment de stickers. Tac. Un stickers comme ça. Un sticker comme ça. Un stickers comme ça. Et c'est tout ce que j'ai pris. Donc, voilà. Hop, il y aura un quiz le soir du Super Bowl. Oui, il y aura une émission même de 3 heures le soir du Super Bowl, de 21h à minuit. Donc voilà, ça va être plutôt pas mal. Mais ouais, grosse émission du fauteuil Super Bowl. Alors, on va rester dans cette config là, mais il y aura peut-être quelqu'un avec moi. Voilà, je spoil, mais on n'a pas encore tout mis en place. Mais il y aura peut-être des invités aussi en visio, quelqu'un à côté. Enfin voilà, ça va être hyper complet. C'est parti pour le quiz, c'est parti. Quel joueur a remporté le plus de fois le titre de MVP? Quel joueur a remporté le plus de fois le titre de MVP? Joe Montana, Aaron Rodgers, Peyton Manning ou Tom Brady? Qui a remporté le plus de fois le titre de MVP? Je me demande si si on n'avait pas déjà mis cette question dans un quiz une fois. J'ai pas une base de données des questions que je fais en fait. Je les fais au coup par coup toutes les semaines selon ce qui me vient. Donc, évidemment, pas de spoil dans le chat, sinon ça banne. Ah ouais, non, déconnez pas. Ah là 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 là, j'ai oublié de le dire. Dès que je le dis pas, voilà. On a dit. Alors, c'est fatigant. Pas de spoil dans le chat. Et de toute façon, en plus, vous spoilez la mauvaise réponse. Donc, félicitations. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc, je vais être sympa et je ne vais pas banner. Ça marche. Ça marche pour Scarine Louisiana parce que c'est ta première. Bon, bref, je ne l'avais pas dit. Donc, il fallait que je le rappelle. Je le rappelle. Par contre, les prochains, il y aura kickban.
Allez, je montre, c'est Peyton Manning qui a réussi à remporter le plus de titres de MVP avec 5 trophées de MVP, 52 bonnes réponses. Vous avez été 22 à dire Tom Brady, 16 Aaron Rodgers et 8 Joe Montana. C'est des bandes de 10 minutes, hein, oui, vous en faites pas. Vous êtes tout excusé. Si c'était votre première fois, ça arrive. En vrai, je devrais pas être... je devrais pas m'énerver parce que ça m'est arrivé une fois de faire ça. Première fois que j'avais vu un quiz sur Twitch, j'ai cru qu'il fallait répondre dans le chat et j'ai fait la même chose. Donc, voilà. Je ne vous en veux pas. Allez, c'est moi qui aurais dû prévenir. On est parti pour la deuxième question. C'est parti, on répond bien sur son appli. Donc sur le téléphone, je vous rappelle, ça doit recouvrir le chat. Sur ordinateur, vous pouvez cliquer directement sur la bonne réponse. C'est hyper bien foutu sur ordi. Et sur mobile, il y a un petit logo QuizKit en haut du chat et ça va apparaître par-dessus le chat. Attention, c'est parti pour la deuxième réponse. La deuxième question, c'est mieux. Combien de fois Bill Belichick a-t-il remporté le titre de coach de l'année ? 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3 ou 4 pour le nombre de fois où Bill Belichick a remporté le titre de coach de l'année. Il faut que je me dépêche un peu parce qu'on est déjà à 20h54. Combien de fois Bill Belichick a-t-il remporté le titre de coach de l'année ? Vous avez encore quelques instants pour répondre. Et on va envoyer la bonne réponse. Je ne sais pas à quoi correspondent les chiffres que vous balancez, mais si c'est votre classement, il vous faudra peut-être attendre un peu. Allez, Bill Belichick, 3 fois coach de l'année. 51 personnes ont trouvé la bonne réponse. Il n'y a que Radgoon qui est à 42, puisque c'est en effet la réponse à toutes les questions. Next question, c'est parti. Qui est tenant du titre de coach de l'année ? Qui est le tenant du titre de coach de l'année ? Nick Sirianni, Mike Vrabel, Ron Rivera ou Kevin Stefanski. Qui est le tenant du titre de coach de l'année ? On a dit qu'il y avait énormément de candidats cette année. On en a parlé avec Lucas, Nick Sirianni notamment, justement, fait partie des candidats. On a parlé d'excellentes candidatures comme Brian Daboll. Mais qui est le tenant du titre de coach de l'année ? Apparemment, il commence à neiger à Buffalo. Ouais. Voilà, il y a tout qui a disparu sur mon ordi. Non, c'est bon, tout va bien. On montre la réponse, c'est Mike Vrabel avec 65 bonnes réponses. Félicitations. C'était pas le plus évident, hein, honnêtement. C'était pas le plus évident, je trouvais, mais vous avez été 65 à trouver la bonne réponse. On enchaîne avec la question suivante. Allez, on ne perd pas de temps aujourd'hui. Quelle équipe a produit le plus de défenseurs de l'année ? Celle-là, elle est plus dure. Quelle équipe a produit le plus de défenseurs de l'année ? Donc, depuis le début du trophée, quelle équipe a produit le plus de défenseurs de l'année ? Les Giants, les Steelers, les Cowboys ou les Ravens ? Ils portaient quel maillot, les défenseurs de l'année ? Le plus grand nombre. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je pense que oui. Mais en même temps, ça fait quasiment 2 heures que je suis en direct. Donc je peux être un peu confus. Excusez-moi. Celle-là est plus dure. Celle-là est plus dure. Elle est plus dure après, bon, il y a certaines équipes qui ont quand même une tradition un peu plus défensive, comme les Steelers. Voilà, 63. Bonne réponse. 8 joueurs des Steelers ont été élus, ou en tout cas à 8 reprises, le joueur défensif de l'année était un joueur des Steelers. C'est le plus de titres, ouais, c'est le plus de titres. Difficile, damn good. Ok, bon, 63 bonnes réponses, on est pas mal. On termine avec la 5e question pour laquelle je ne me suis pas noté la réponse, donc je suppose qu'elle est facile. Attention, c'est parti. Lequel de ces joueurs n'a jamais remporté le trophée de MVP ? Allez, je vous ai fait une petite élimination. Lequel n'a jamais été MVP ? Brett Favre, Joe Montana, Kurt Warner ou Drew Brees ? Lequel n'a jamais été MVP ? Il y en a un, c'est facile parce qu'il était dans une autre question. Bon, bref, vous avez l'idée. Il y en a un là-dedans qui est 3 fois MVP, il y en a un là-dedans qui est 2 fois MVP, et il y en a un là-dedans où je ne me rappelle plus combien de fois MVP, il doit être 2 ou 3. Et il y en a un qui n'est pas du tout. Normalement, celui-là... Allez, Drew Brees, 52. Oh, comment vous avez oublié que Kurt Warner avait été MVP ? Je vous l'ai dit suffisamment quand même. Il a été 2 fois MVP, Kurt Warner. Le mépris pour cet homme. Oh, le mépris pour cet homme. Et oui, Drew Brees n'a jamais été MVP. Drew Brees n'a jamais été MVP. Kurt Warner l'a été 2 fois. Joe Montana l'a été... alors, corrigez-moi sur le chat, je crois que c'est 3 Montana. C'est 2 ou 3. Hein.
Et Brett Favre l'a été 3 fois, évidemment. Donc, quand même, MVP dans nos cœurs. Ouais, il n'a pas eu de bol. Hein, enfin, il n'a pas eu de bol. Drew Brees, il est tombé dans la même ère que Peyton Manning, que Tom Brady, que la Daniel Tomlinson, que Adrian Peterson, etc. etc. Donc voilà. Voilà pour... Ouais, 3 Joe. Voilà. Bon, les résultats, attention, qui a gagné le méga pack de stickers et de sous-verts? Et c'est Sarah! Et c'est Sarah, l'incontournable Sarah, qui remporte le pack. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Félicitations à Sarah qui a mis comment dire? Qui a mis une tannée à tout le monde parce que 94 800 points à 83 000 pour le deuxième, 68 000 pour la troisième, c'est Marie qui est troisième, Delta 64 000, Gringali 54, RF Finkel 53, HLRD 52, Betsalel 51, Greta Tuk 51. C'est incroyable. Félicitations à Sarah, à Contestant 85. Alors désolé pour la personne qui n'a pas pu visiblement coupler son compte avec QuizKit, mais alors là, félicitations. Bon, bah Sarah, j'ai l'adresse, hein, j'envoie ça dans la foulée, hein, comme d'habitude, adresse habituelle. Je vais faire mes petites livraisons. Incroyable, incroyable. Félicitations à Sarah. 94 000. Incroyable, félicitations. Merci à Dubaï pour son abonnement Prime et pour son coucou. Il y a quelqu'un d'autre qui s'était abonné, j'ai vu passer vite fait dans le chat. Roi ou le Roi des Galopins, merci pour l'abonnement également. Merci en tout cas, c'est une machine. Sarah existe-t-elle vraiment? Là, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, il y a du level. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe, mais félicitations, c'est vraiment du costaud. Question score, ah oui, j'ai pas les... Il y a même les détails. Bon, incroyable. En tout cas, félicitations. C'est Sarah Connor. On nous dit. Bon, voilà. Est-ce qu'on va couvrir l'ELF? Alors, on va finir avec ça. Je sais pas. Je sais pas encore. En fait, vraiment, j'en sais rien. Là, je vis les playoffs et le Super Bowl. On a énormément de choses à. On a énormément de choses à préparer, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va faire sur l'ELF au moment où je vous parle. Voilà donc pour l'émission d'aujourd'hui. J'ai oublié de cliquer sur fin pour le jeu, donc il apparaît encore en plein écran. Hop là, regardez, on va l'enlever. Et voilà, donc merci de nous avoir suivis. On rappelle que cette émission est présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Ça se passe sur Unibet pour tous les paris en ligne. Je vais y arriver. Non, c'est pas... Je suis complètement perdu avec ce que je veux faire. Voilà, je voulais remettre ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. L'émission vous était présentée par Unibet. Je vous souhaite de très bons matchs parce que ça commence, il est 21h. Les 2 derniers matchs commencent. Je vous remets juste le lien Tipeee si vous souhaitez nous soutenir, les sous-verts, tout ce que j'ai montré, etc. Tout ça, ça va à la cagnotte qui est reversée aux rédacteurs notamment. Donc, merci beaucoup à tous. Et je vous rappelle les liens pour vous abonner au podcast parce que, évidemment, tous les débriefs seront à venir sur le podcast. Bon match à tout le monde, je vous laisse, il est 21h01, donc on doit être au moment du générique. Hop là, du générique, je parlais du générique de la Fox et tout ça, mais bon bref. On est au moment des matchs, c'est ça qu'il faut savoir. Merci à tous, gros bisous, profitez bien de ce dimanche de NFL. Je vous dis à dimanche prochain à la même heure, ce sera encore à 19h30, 21h la semaine prochaine. Ciao, ciao.